Dans cette histoire, notre personnage principal est Rinchroud, un jeune homme qui a été expulsé du groupe des héros parce qu'il n'a qu'une seule capacité, contrôler les animaux. Les dompteurs en vacances forment des contrats à travers les différents cœurs de différentes espèces d'animaux afin de pouvoir commander leur pouvoir. Mais les dompteurs en vacances ne sont pas très doués pour le combat. Même en tant que membre du groupe de héros, il s'efforçait toujours de jouer un rôle de soutien, voulant gagner la confiance de ses compagnons. Mais, de manière inattendue, il a été expulsé, car il le croyait inutile. Au début, il pensait que ce n'était qu'une blague, mais les regards méprisants des membres de son groupe lui ont montré que c'était vrai. Les paroles cruelles de son propre groupe, qui le traitait de poids mort, l'ont bouleversé. Tout simplement parce que Rin ne pouvait pas causer de dommages directs aux ennemis et qu'il gênait parfois pendant les combats, personne ne s'attendait à ce que tout le groupe le considère comme un bon à rien. Ses mains tremblaient, son visage s'assombrit et il ôta sa cape avant de sortir. Sous les rires et les moqueries de ses anciens compagnons, il s'en alla. Après cela, Rin s'assit seul et découragé, réfléchissant à tout ce qu'il avait vécu. Pendant les missions, il était jugé uniquement parce qu'il était un dompteur en vacances, quelqu'un qui ne savait rien faire d'autre que contrôler les animaux. Alors qu'il réfléchissait à ce qu'il allait faire de sa vie, un groupe d'enfants s'approcha, l'entoura et lui posa des questions sur son travail de héros. Il était gêné, balbutiait sans savoir comment répondre, mais comme ils étaient impatients de voir une démonstration, il se leva et conclut un contrat temporaire avec un aigle afin de pouvoir montrer ses compétences. Plus tard, il entendit des commentaires sur la mauvaise réputation dont souffrait le groupe des héros auprès des gens ordinaires. Mais contrairement à cela, les enfants aimaient beaucoup Rin, car il jouait toujours avec eux. Toutes rêvaient de devenir un jour des aventurières et de gagner beaucoup d'argent, et en entendant cela, une idée brillante germa dans l'esprit de notre héros. Les aventuriers étaient des personnes qui acceptaient des missions en échange d'une rémunération, et sans hésiter, il courut jusqu'à la guilde des aventuriers. Il rencontra la réceptionniste, Nathalie, qui était en train d'expliquer le test pour les aventuriers, et il lui demanda de lui expliquer en détail comment fonctionnait ce travail, car le groupe d'Ariel avait toujours méprisé les aventuriers et n'interagissait presque jamais avec eux. Voyant le sérieux de Rin, Nathalie fut surprise, mais elle expliqua que de nombreux candidats participaient à ce test de base. Elle commença alors à tout lui expliquer en détail, et lorsqu'elle vit que Rin était prêt, elle se mit à parler du test. Cependant, lorsqu'elle découvrit qu'il était dompteur à temps partiel, elle se montra inquiète. Elle craignait qu'il n'y parvienne pas seul, et ses paroles blessèrent profondément Rin. Se souvenant des insultes de ses anciens compagnons, il se releva néanmoins et tenta sa chance au premier test, qui consistait à vaincre 10 gobelins et à collecter 20 bottes d'herbe. Grâce à ses compétences de dompteur de vacances, il a rapidement localisé les gobelins et a terminé la mission de rang F. Soudain, il entendit un cri lointain, il courut et vit une fille encerclée par un tigre tueur. Alors que le tigre était concentré sur lui, il a demandé à la jeune fille de s'enfuir, et à ce moment-là, il n'y avait aucun animal à dompter et aucune arme utile à proximité. Alors qu'il réfléchissait à ce qu'il devait faire, une jeune fille est apparue derrière le tigre, elle a sauté à plusieurs mètres de hauteur et a frappé violemment le dos de la bête, la blessant gravement. Après avoir vaincu l'ennemi d'un seul coup, elle revint timidement et s'assit sur le corps du tigre. Cette jeune fille aux cheveux roses et à l'aura noble s'appelait Kanad, et en l'observant, Rin comprit qu'elle appartenait au clan des chats spirituels, l'un des plus puissants et aussi l'un des plus rares au monde. Mais soudain, Kanad montra des signes de faiblesse et tomba au sol. Inquiet, Rin courut la soutenir, craignant qu'elle ne soit blessée. Cependant, en s'approchant, il découvrit qu'elle avait simplement faim. Alors Rin partagea sa nourriture avec Kanad qui mangea avec satisfaction. Il la regardait avec admiration, incrédule d'avoir devant lui une personne réelle, car on disait toujours que le clan des chats spirituels était au bord de l'extinction, même s'il était l'un des clans les plus puissants au monde. Tout en mangeant, Kanad raconta qu'elle n'avait pas mangé depuis plusieurs jours, et après avoir apaisé sa faim, elle se présenta de manière simple. Lorsque Rin tenta de l'appeler Mademoiselle, elle le corrigea immédiatement, lui demandant simplement de l'appeler par son prénom. Intrigué, il lui demanda pourquoi elle était seule dans cette forêt, et Kanad répondit qu'elle avait quitté les montagnes parce qu'elle s'ennuyait de la vie paisible et tranquille qui y régnait. Elle avait décidé de partir à l'aventure, et c'est ainsi qu'elle avait rencontré Rin, ce qui lui semblait être un signe du destin. Avant toute chose, elle demanda à Rin de lui parler de sa vie, même s'il était mal à l'aise de s'ouvrir, et parler davantage de lui-même devant Kanad semblait plus facile pour aborder ses sujets plus personnels. Il finit par lui raconter comment il avait été expulsé du groupe du héros, et en entendant cela, elle se mit en colère pour le défendre. Rin était reconnaissant que Kanad le comprenne vraiment, et même si elle était irritée par ceux qui l'avaient méprisé, comme il ne montrait aucune rancœur, elle décida de laisser cela de côté également. Dans un geste inattendu, Rin finit par lui caresser la tête en signe de gratitude, et à sa grande surprise, elle apprécia beaucoup, ce qui le rendit très mal à l'aise et timide. Peu après, Kanad affirma quelque chose de très important. Rin n'était pas inutile, mais très fort. Ses talents de dompteur de bêtes étaient extraordinaires, et rien qu'en le regardant, Kanad ressentait une énergie qui la reliait à lui.
Elle croyait que s'il pouvait la commander, il serait également capable de commander tout le clan des chats spirituels. Mais au lieu de considérer cela comme un pouvoir, Rin souhaitait simplement se rapprocher de Kanad. Il mordit donc son doigt pour faire couler un peu de sang afin de conclure un contrat. Pour que celui-ci soit conclu, Kanad devait prononcer son nom librement, et à sa grande surprise, elle le fit avec joie, acceptant ainsi le contrat. Un cercle rouge apparut sur sa main, confirmant le lien entre eux. Ils se serrèrent la main en signe de partenariat, et avant de retourner en ville, ils devaient terminer la mission du test. Au milieu de la collecte, Kanad a montré des signes de jalousie lorsqu'elle a vu Rin conclure des contrats temporaires avec d'adorables lapins pour l'aider. Même si elle était éduquée, elle finit par s'amuser beaucoup avec ses animaux. Et pendant que Rin travaillait, Kanad s'énervait beaucoup contre sa naïveté. Comme il ne se rendait compte de rien, il a néanmoins rapidement terminé la tâche et réussi le test. À la guilde, Nathalie lui a remis la carte d'aventurier de rang F ainsi que la récompense de 50 pièces de cuivre. Elle lui a dit que s'il était promu, les récompenses seraient encore plus importantes, et qu'au vu de ses performances rapides, cela ne tarderait pas à arriver. Rin raconta tout à Kanad, qui fut heureuse et le soutint. Mais bientôt, un individu indésirable s'approcha. En réalisant que Kanad appartenait au clan rare des chats spirituels, il a manifesté son intérêt et a tenté de l'inviter. Kanad répondit froidement, ce qui ne fit qu'augmenter l'excitation de cet homme, et il commença à rabaisser Rin devant elle, ce qui l'a mis très en colère. Kanad n'hésita pas à affirmer haut et fort que Rin était son maître, mais l'homme se moqua de la situation, affirmant que personne ne serait capable de contrôler un clan aussi puissant. Rongé par la jalousie, il a défié Rin, pariant Kanad comme récompense. Et même s'il connaissait les risques, Rin a accepté, car il savait que cet homme pourrait continuer à la harceler. Le combat commença, mais en quelques secondes, l'ennemi fut facilement vaincu sans même comprendre ce qui s'était passé. Le bras cassé, il se mit à crier de douleur, et Nathalie, entendant le vacarme, apparut et finit par le reconnaître comme étant le même fauteur de troubles qui causait des problèmes à la guilde depuis longtemps. Elle s'est excusée auprès de Rin pour ce qui s'était passé et a ajouté que la guilde envisageait de retirer le statut d'aventurier à cet homme. L'homme a encore essayé d'attraper la jupe de Nathalie, mais elle l'a renversée sans hésiter. Puis, sur un ton plus léger, elle a demandé comment Rin, pendant le test, avait réussi à conclure un contrat avec l'un des plus puissants sorciers du monde. L'interrogatoire les a mis tous les deux mal à l'aise, et ils se sont excusés. Nathalie a ri et a dit qu'elle plaisantait, puis elle a pris congé. Plus tard, Rin réfléchit à la façon dont il avait remporté si facilement ce combat. Nathalie lui expliqua alors qu'en signant un contrat avec elle, il avait également reçu le pouvoir du clan des chats spirituels. Cela l'a surpris, car dans sa ville natale, personne n'avait jamais entendu parler de quelqu'un qui avait conclu un contrat avec une race aussi puissante. Nathalie était très heureuse qu'il les protégeait, ce qui rendit Rin tout rouge et timide. Peu après, ils partirent tous les deux pour accomplir une autre mission, et Nathalie imaginait que les aventuriers utilisaient de grandes épées ou sauvaient des princesses. Mais elle finit par découvrir que le travail de rang F consistait simplement à cueillir des herbes. Rin lui expliqua qu'étant donné son niveau inférieur, il ne pouvait accepter que ce type de tâche. Mais elle était tout de même enthousiaste à l'idée de l'aider. Mais à sa grande surprise, les lapins engagés temporairement avaient déjà terminé la récolte avant eux. Nathalie était confuse et les a accusés de tricherie. Elle était frustrée de ne pas avoir pu aider Rin, même si elle était sa partenaire. À ce moment-là, ils ont entendu des cris venant de loin et ont couru vers l'endroit d'où ils provenaient. Ils ont alors vu un groupe d'hommes énormes encercler et maltraiter un vieil homme. Nathalie a reconnu qu'il s'agissait de membres du gang des Crocs d'Ébène. Un groupe cruel de plus d'une centaine de personnes connues pour leurs crimes odieux et qui étaient des ennemis dangereux. Elle a suggéré d'appeler des renforts, mais Rin a répondu qu'il n'y avait pas le temps et qu'il devait agir immédiatement. Fière de son courage, Nathalie a accepté et Rin lui a demandé de protéger le vieil homme pendant qu'il s'occupait des autres. Ils avancèrent alors ensemble comme un éclair, terrassant les bandits un par un. Pendant le combat, Nathalie réfléchit à la façon dont Rin se plaçait toujours devant elle pour la protéger, même s'il avait hérité du pouvoir de son clan. En tant que partenaire, elle estimait qu'elle devait se battre en première ligne, mais elle ne pouvait s'empêcher d'admirer son attitude. Chaque fois qu'elle voyait Rin en position de combat, elle ne pouvait détourner les yeux et sentait son cœur s'emballer. Après s'être occupée des bandits, Rin fut surpris de voir le visage de la jeune fille aussi rouge qu'une tomate. Elle a rapidement changé de sujet et le vieux marchand est également venu les remercier tous les deux. Rin voulait savoir pourquoi un marchand comme le vieil homme n'avait pas de garde avec lui, mais celui-ci répondit qu'il en avait engagé un, mais que lorsque les problèmes avaient commencé, il s'était enfui. Malgré tout, après l'avoir sauvé, le vieil homme rappela à Rin que les prisonniers d'Ébano allaient revenir pour venger leurs camarades et lui conseilla d'être prudent, pensant que Rin allait prendre peur et s'enfuir. Contre toute attente, il exigea que Rin se rende au repère des criminels et les capture tous, car il savait que ces bandits étaient violents et vengeurs et que s'il ne les attrapait pas, les marchands de la ville ne deviendraient que des victimes. Rin découvrit où se trouvait la cachette grâce à un petit squelette. Pendant ce temps, la jeune fille se sentait déçue d'elle-même. Bien qu'elle fût de sa famille, elle ne pouvait rien faire,
mais elle retrouva ensuite son optimisme et demanda à Rhin quels étaient ses plans. Son plan était d'utiliser les abeilles en concluant un contrat temporaire, car elles avaient un venin paralysant qui l'aiderait à neutraliser les gardes. Kanad fut surprise, car les abeilles sont des insectes, alors comment pouvait-il les commander? À ce sujet, Rhin lui expliqua que dans sa ville natale, il s'était également entraîné à dompter les insectes. En entendant cela, Kanad fut émerveillé par les talents de Rhin et chaque fois qu'il était mentionné, c'était pour susciter l'étonnement. Après cela, Rhin demanda à Kanad de l'aider en retournant en ville pour appeler des renforts, ce qui l'a surpris à nouveau, car il ne lui avait jamais demandé de faire une telle tâche auparavant. Mais elle accepta, optimiste à l'idée de retourner chercher des renforts parmi les aventuriers et l'ordre des chevaliers. Il s'agit d'une organisation maintenue par le gouvernement, chargée de maintenir la paix dans tout le pays en protégeant les villages et les personnes. Dès que Kanad est parti, les abeilles étaient toutes réunies et Rhin a commencé à utiliser son contrat temporaire pour les contrôler. Pendant ce temps, le groupe de Lynn et Mina courait désespérément pour échapper aux bandits, car elles voulaient gagner un peu d'argent pour passer un peu de temps avant de partir à la conquête de la forêt perdue. Elles avaient accepté une mission qu'elles ne pouvaient pas rater et si elles avaient su que cela causerait autant de dégâts, elles auraient demandé de l'aide à Arius ou à Agathe, ce qui aurait été bien mieux. Pour ceux qui ne le savent pas, Arius et Agathe font partie de l'ancien groupe de Rhin qui les a expulsés, pensant qu'ils étaient trop faibles, etc. Enfin, continuons. Furieuse, Lynn se plaignit du dompteur de bêtes qui se trouvait à côté d'elle et qui s'était également enfui auparavant. Il avait dit qu'il n'était qu'un dompteur et qu'il ne servait donc à rien au combat. À ce propos, Lynn a mentionné Rhin en disant que même s'il était inutile, il savait se battre en première ligne et pouvait dompter plusieurs animaux à la fois. Le dompteur a été très surpris d'entendre quelqu'un dompter plusieurs animaux à la fois, car normalement, un dompteur comme eux ne pouvait pas dompter 2 animaux, encore moins 10. En effet, s'ils commandaient plusieurs animaux à la fois, leurs nerfs craqueraient sous le poids de devoir commander plusieurs animaux en même temps. Malgré tout, Lynn en doutait, car Rhin pouvait commander des dizaines d'animaux sans montrer la moindre expression sur son visage. Finalement, Lynn décida de lui faire porter seule la responsabilité de l'échec de la mission afin de protéger la réputation de l'équipe de héros. Elle a menacé le dompteur de fauves, le faisant fuir de peur. Même si elle n'y croyait pas totalement, Mina sentait que les paroles de cet homme ressemblaient beaucoup à celles de Rhin. Cependant, Lynn ne voulait pas croire que Rhin était quelqu'un doté de capacités supérieures. Pendant ce temps, nous voyons quelques bandits qui étaient tous paralysés par les abeilles et incapables de bouger. Kanad a également amené des renforts, juste à temps. Mais c'était seulement des aventurières comme lui, elles n'appartenaient pas à l'ordre des chevaliers. Et les aventuriers présents ont été très surpris après que Rhin ait réussi à affronter toutes les proies des Banons. Tout allait bien jusqu'à ce qu'un rugissement retentisse soudainement derrière la porte. C'était le démon Lizard King. Une créature de rance et que les bandits avaient apprivoisé auparavant. Le Lizard King commença à attaquer sans contrôle, utilisant sa queue pour projeter tout le monde en l'air. Rhin a volé et lui a asséné un coup de poing, puis Kanad lui a donné un coup à la mâchoire. Rhin a ordonné à tout le monde de partir pendant que lui et Kanad restaient pour se battre. Dans ces moments-là, il se souvenait de l'époque où il faisait encore partie du groupe de Warius et où il devait penser qu'il ne servait à rien. Mais maintenant, c'était différent, car il avait Kanad à ses côtés et les gens à l'extérieur s'inquiétaient et priaient pour que les deux s'en sortent bien. Malheureusement, après cela, ils allaient bien. Dans cette situation, il semblait que Rhin avait gagné la reconnaissance de tous après avoir été expulsé de l'équipe des héros pour ne pas avoir réussi à faire quoi que ce soit d'utile. Et surtout, le simple fait d'être avec Kanad lui donnait l'impression qu'il pouvait tout faire, et en effet, les choses changent beaucoup quand une fille entre dans la vie d'un homme. Mais enfin, après avoir dormi à la Belle Étoile pendant plusieurs jours, ils ont finalement loué une chambre et Kanad semblait très satisfaite de ce lit confortable. Seul Rhin était sous le choc, car le personnel les avait obligés à partager une chambre. Depuis le début, le jeune homme voulait des chambres séparées, pas une chambre avec 2 lits, avec cette fille sexy. Le jeune homme a donc proposé de tout abandonner et de dormir dehors, ce qui a surpris Kanad. Elle l'a ramené dans la chambre, car ils avaient déjà loué cette chambre pour une semaine entière. Rhin a dû lui expliquer qu'un homme et une femme ne peuvent pas dormir dans la même chambre comme ça, sans raison. Au début, Kanad a refusé en disant qu'elle ne voyait pas d'inconvénient à partager la chambre avec Rhin. Mais après cela, elle a rougi. Toute gênée, elle a timidement dit que cela ne la dérangeait pas tant qu'il ne faisait rien d'inapproprié avec elle. Rhin lui a alors donné une leçon de vie en lui rappelant de ne faire confiance à personne, pas même à lui, car ils venaient de se rencontrer et ne savaient rien l'un de l'autre. Quand il eut terminé, Kanad répondit qu'elle ne faisait confiance à personne d'autre comme elle faisait confiance à Rhin, car les autres n'étaient pas comme lui. Dès le moment où elle l'avait rencontré, elle le considérait déjà comme un compagnon, et en entendant cela, Rhin est devenu un peu timide et a fini par sourire. Il a accepté la proposition de Kanad de ne plus dormir ailleurs que dans sa chambre et cette nuit-là, alors qu'il dormait profondément, une chatte l'observait de près. Dans son cœur, elle pensait que Rhin semblait être une bonne personne, car auparavant, elle rencontrait toujours des gens qui s'approchaient d'elle avec d'autres intentions. Voulant exploiter quelque chose comme l'argent ou la célébrité,
Comme Kanad était un esprit chat spécial et rare, ils essayaient toujours de la capturer. Mais la personne qu'elle avait rencontrée cette fois-ci, Rin, était différente. Il avait simplement été surpris par elle, sans arrière-pensée. Il l'avait sauvée par pure gentillesse et avait interagi avec elle normalement, comme avec une fille, ce qui l'avait rendue très heureuse. Elle connaissait également sa douleur d'avoir été expulsée du groupe des héros et elle voulait vraiment le guérir. Même si, extérieurement, Rin semblait avoir surmonté ce traumatisme, elle était certaine que celui-ci était toujours latent dans son cœur. Une semaine s'était écoulée depuis leur rencontre, ils avaient mené à bien leur mission et Rin avait progressé dans le classement des aventuriers. Après cela, Nathalie leur avait parlé d'un chien de garde dangereux sur le pont Stride. C'était un fauteur de troubles qui provoquait toujours ceux qui traversaient le pont. Heureusement, il n'y avait pas eu de mort, mais le nombre de personnes empruntant ce pont avait considérablement diminué, alors Nathalie persuada Rin d'essayer d'accepter cette mission. Comme cette mission n'avait pas de limite de classement, elle décida de la lui confier. De plus, la récompense était de 5 pièces d'or. En entendant cela, Rin fut surpris et finit par accepter sans hésiter. Ils se sont ensuite rendus au pont Stride, qui était la seule route reliant le centre du continent, où se trouvait la ville d'Horizon, au continent sud. Nathalie a été très fascinée par la beauté du paysage et elle était curieuse de savoir quel genre de personne était ce chien de garde. Même Rin était curieux et il supposa que, normalement, comme il n'y avait pas de mort, ils auraient dû avoir des témoignages des victimes. Mais ceux qui avaient été battus restaient silencieux, ils n'avaient donc aucune information sur le chien de garde. Car la véritable identité de l'ennemi était incertaine et il se rappelait toujours à lui-même de ne pas hésiter. À ce moment-là, Nathalie aperçut quelque chose voler dans le ciel. En regardant de plus près, elle vit qu'il s'agissait d'un membre rare du clan des dragons. De plus, elle vit une dragonne très mignonne, qui appartenait au clan des dragons et s'appelait Tanya. Quand elle a entendu qu'on l'avait traitée de chien de garde, elle n'a pas du tout apprécié. Tanya était très confiante, car elle avait été entraînée depuis son plus jeune âge, puisque dans le clan des dragons, à 15 ans, ils partent à l'aventure pour devenir vraiment forts. Tanya voulait vraiment les défier, car elle cherchait des adversaires forts à combattre, et devant elle se trouvait un aventurier de haut niveau et un membre du clan des chats spirituels, ce qui l'intéressait beaucoup. Kanad comprit qu'il n'y avait pas d'autre issue, il semblait qu'ils allaient devoir s'affronter et elle assura à Rin qu'elle pouvait y aller à fond, car elle venait elle aussi des clans les plus forts. Ils acceptèrent donc d'affronter Tanya. Dès le début, Tanya lança sa première attaque, envoyant Rin valdinguer au loin, puis cracha son souffle de feu sur Kanad. Contre toute attente, Kanad n'a pas réussi à l'esquiver à temps et sa queue, symbole de sa fierté, a été brûlée. Remplie de rage, Kanad s'est alors préparé à porter un coup pour donner une leçon à Tanya. Elles coururent toutes les deux vers l'avant et se battirent devant Rin, qui fut stupéfait par leur force égale. Rin s'est alors avancé pour soutenir Kanad, mais Tanya l'a bloqué et les a attrapés tous les deux en les faisant tourner. Tanya lança son coup final en tirant un maximum de feu sur les deux, mais heureusement, à la dernière minute, ils se coordonnèrent pour atterrir ensemble en toute sécurité et éviter le grand feu. Après avoir combattu Tanya, Rin savait qu'elle n'était pas l'une des plus fortes du clan pour rien, alors il commença à se battre à la manière d'un dompteur de bêtes sauvages. Il a ensuite laissé Kanad la contenir pour lui laisser la place de faire ses acrobaties. La chatte comprit et commença à frapper Tanya sans relâche, telle une tigresse. Pendant ce temps, Rin se concentra pour se souvenir de la présence d'un animal lors de la bataille précédente. Rin a forcé un contrat temporaire avec un aigle pour en appeler d'autres de la même espèce. Il est revenu vers Kanad avec une volée d'aigles qu'il venait de recruter pour survoler et picorer Tanya. Bien que leur coup de bec ne causait pas de gros dégâts, Tanya se retrouva soudainement incapable de bouger, car il s'agissait d'une espèce à l'apparence brillante, indiquant qu'elle était venimeuse. Et si elle recevait une telle quantité de poison, même un membre du clan des dragons serait paralysé et incapable de bouger pendant au moins un certain temps. De manière inattendue, Tanya abandonna le combat si facilement, surprenant les deux hommes. Kanad était si heureuse qu'elle serra Rin dans ses bras, et Rin s'approcha et invita Tanya à se joindre à eux. Tanya sourit avec dédain, pensant qu'il voulait la vendre à d'autres, mais pour Rin, c'était simplement parce qu'il voulait avoir une conversation décente avec elle. Tanya a répondu avec crainte qu'elle n'aimait pas du tout cela. Non seulement Rin ne s'est pas fâché, mais il lui a adressé un sourire gentil, ce qui a soudainement fait naître de l'affection chez Tanya et la fait rougir. Alors qu'elle était là, émue, Gata la regardait comme une folle, ce qui la fit frissonner et lui fit peur. Gata lui a dit de ne pas déranger Rin, sinon elle serait punie. Et après être revenue à la guilde, Nathalie fut surprise de voir qu'il avait déjà éloigné le soi-disant chien de garde. Nathalie le remercia chaleureusement et fut très surprise par l'apparence de l'invité rouge présent. En regardant ses cornes et cette queue, Nathalie en a déduit qu'il pouvait s'agir d'un membre du clan dragon, mais Rin l'a soudainement interrompu et a menti en disant qu'il s'agissait simplement d'une amie qu'il avait rencontrée pendant la mission. Tanya rejeta ses cheveux en arrière, sur le point de se présenter de manière noble, elle fut rapidement étouffée et traînée par les deux hommes. En chemin, Rin était en train de dire quelque chose quand soudain Tanya a disparu. Elle assumait toujours quand elle voyait quelqu'un de fort, car elle exigeait de se battre en duel.
À plusieurs reprises, elle a voulu révéler son identité, obligeant les deux hommes à la surveiller jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse de fatigue. Quand ils la réprimandèrent, Tanya fut très gênée et Rin lui dit de quitter la ville. Comme l'identité de chien de garde ne devait pas être divulguée, il la laisserait là-bas à condition qu'elle promette de ne pas recommencer. Soudain, Kanad se souvint de la raison pour laquelle l'identité de Tanya n'avait pas été révélée aux autres auparavant, et la réponse était simple. Elle se sentait humiliée d'avoir été battue par une fille comme elle. Et selon la règle du clan du dragon, Tanya devait retourner s'entraîner, mais elle a pris la décision de suivre les deux pour s'entraîner avec eux, ce qui serait plus facile. Après cela, elle enlaça Rin en lui avouant qu'elle l'aimait, laissant Kanad avec les cheveux dressés sur la tête tant elle était en colère et jalouse. De plus, Tanya a encore essayé de conclure un contrat avec lui, et même Rin espérait qu'elle conclurait un contrat non seulement avec le clan des chats, mais aussi avec le clan des dragons. Après avoir créé le contrat, un cercle rouge est apparu dans la main de Tanya et elle a alors compris la sensation d'être commandée, comme si elle était connectée à Rin à tout moment. Rin, quant à lui, avait l'impression d'avoir épuisé toute la chance de sa vie, tandis qu'Ario et son groupe avaient du mal à errer dans la forêt pendant une semaine sans obtenir aucun résultat. Soudain, Ario eut l'idée d'attirer Rin pour aider le groupe. Après avoir conquis la forêt perdue, il le rejetterait à nouveau. Quelle bande de salauds, ces types, hein? De l'autre côté, Kanad et Tanya se disputaient la place dans le lit tandis que Rin était allongé par terre, dormant paisiblement et ignorant le monde entier. Finalement, Tanya a également rejoint officiellement l'équipe de Rin et cette fois, la mission qui leur a été confiée était d'exterminer les Slims. Les Slims étaient des monstres que de nombreux aventuriers ignoraient, ce qui les amenait à se multiplier et à causer de nombreux problèmes en détruisant les cultures. Il semblait que Kanad n'aimait pas du tout les Slims, car chaque fois qu'elle en frappait un, ses mains devenaient collantes. En entendant cela, Tanya déclara fièrement qu'elle utiliserait ses boules de feu pour les vaincre tous rapidement. Voyant cela, Kanad regarda Tanya avec une grande admiration, car quelqu'un avait pris sur lui de vaincre les Slims. Le bonheur des deux filles soulagea beaucoup Rin, car il craignait qu'elles ne s'entendent pas bien. Après avoir cherché pendant un certain temps sans trouver aucun Slim, Rin utilisa son assimilation pour les traquer, déplaçant une partie de son âme à l'intérieur d'un oiseau et prenant possession de sa conscience. De cette façon, il pouvait contrôler librement l'oiseau, et c'était l'assimilation, l'une des compétences des dompteurs de bêtes. Les deux filles furent tellement surprises qu'elles restèrent bouche bée, ne s'attendant pas à ce que Rin puisse faire une chose pareille. Il s'envola ensuite jusqu'à ce qu'il trouve le nid des Slims et demanda aux deux filles de protéger son corps. Peu après, il les emmena jusqu'au lieu de reproduction des Slims et Kanad voulait régler la situation rapidement et efficacement. Mais Tanya pensait qu'il valait mieux laisser Rin s'entraîner à la magie et lorsqu'elles lui ont demandé, il a répondu qu'il s'était déjà entraîné à lancer des boules de feu et à soigner les blessures simples. En entendant cela, Tanya a insisté pour qu'il essaie d'utiliser la magie du feu contre les Slims. Rin a répondu que son pouvoir n'était pas assez fort pour venir à bout de tous ces monstres verts, mais il a tout de même décidé de se concentrer et de lancer sa boule de feu. Contre toute attente, son pouvoir s'est avéré anormalement puissant, détruisant tous les Slims d'un seul coup. Tanya expliqua que cela était dû au fait qu'il avait conclu un pacte avec le clan des dragons, dont le pouvoir magique était considéré comme le deuxième plus puissant parmi les clans les plus forts. Rin possédait donc désormais le pouvoir d'un membre du clan des dragons. En entendant cela, Rin faillit s'évanouir, car il y avait désormais en lui deux pouvoirs provenant des deux clans les plus puissants, ce qui était difficile à gérer. Après cela, Tanya et Kanad ont commencé à entraîner ensemble le pouvoir magique de Rin, et personne ne s'attendait à ce que cette maîtresse dragon soit si rigoureuse, le laissant épuisé et haletant. Mais grâce à cela, il apprit presque tout sur la manière de contrôler la magie. Après avoir reçu le paiement de Kilda et être parti, Rin emmena les deux filles manger jusqu'à ce qu'elles soient rassasiées. Mais cette fois, c'est lui qui est resté bouche bée, car leur capacité à manger était telle qu'aucun magnate n'aurait pu la financer. Après le repas, Tanya a demandé à Rin où il avait appris à dompter, et Rin pensait que ce n'était pas une histoire très intéressante, mais il l'a quand même raconté. Il a dit qu'il avait appris le pouvoir de dompter dans son pays natal, un village formé de dompteurs de bêtes. Ses parents étaient également des dompteurs, c'est pourquoi il avait naturellement appris à dompter dès sa naissance. Même le pouvoir de dompter qu'il avait montré auparavant lui avait été enseigné par les habitants du village. Même si c'était un petit village sans nom, c'était un endroit agréable, mais il n'existait plus. En entendant cela, Tanya se sentit un peu triste et coupable d'avoir évoqué le passé douloureux de Rin. Mais Kanad et elle voulaient qu'il leur raconte tout afin de mieux le comprendre. Au début, Rin a hésité, mais il s'est ensuite dit qu'après tout, elles étaient ses compagnes et a accepté de leur raconter son passé. Quand il avait 12 ans, ses parents étaient occupés et ne pouvaient pas superviser son entraînement. Il s'entraînait donc pratiquement seul dans le village et Rin s'entraînait jusqu'au coucher du soleil. Et quand la nuit a commencé à tomber, il a remarqué que même la nuit, le ciel restait rouge, ce qui lui a semblé très étrange. Il courut aussi vite qu'il le pouvait vers le village, mais lorsqu'il y arriva, il était déjà trop tard. Le village était en flammes à cause de l'attaque des monstres et il était le seul survivant.
Après avoir constaté le désastre, les aventuriers l'ont secouru. Depuis lors, Rin vit et travaille dans une auberge appartenant à une connaissance de l'aventurier qui l'a sauvé. Il survivait simplement, mais il essayait toujours. La vie a continué ainsi jusqu'à il y a 6 mois, lorsqu'il a rencontré le groupe Darius. Par hasard, le groupe cherchait des compagnons et l'a invité à les rejoindre. Rin a immédiatement accepté, pensant que s'il rejoignait le groupe des héros, il pourrait peut-être se rendre utile et éviter des tragédies comme celle qui avait frappé sa terre natale. Mais ce ne fut pas le cas, car la réalité lui a montré le contraire et le groupe Darius ne le considérait que comme un pion pratique. Ce souvenir fit retomber Rin dans la déprime. Mais soudain, Kanade lui a pris la main et l'a réconforté. Elle lui dit qu'il était un héros courageux qui se jetait toujours dans le danger et se battait pour les autres. Elles ont compris qu'il voulait devenir la force de quelqu'un afin que personne ne souffre comme lui avait souffert. Alors elles l'ont rassuré en lui disant qu'il n'était pas inutile. Même Tanya, bien qu'irritée par son imprudence, était fière d'avoir un maître comme lui. Le lendemain, ils ont accepté une autre mission, qui consistait cette fois à soumettre les orques. Il s'agissait d'une mission de classement, assez similaire à celle contre les gobelins. Mais les orques étaient plus intelligents et savaient utiliser des armes. Même si Rin rappelait toujours aux deux filles de ne pas sous-estimer les orques, pour une noble comme Tanya, il n'y avait aucune chance qu'elle perde contre eux. Mais de manière inattendue, pendant la bataille, Tanya fut surprise et faillit être capturée à 2 reprises. Heureusement, Rin et Kanade sont arrivés à temps pour la sauver, mais Rin a été légèrement blessé. Heureusement, il savait utiliser la magie du cuir, donc tout s'est bien passé. Tanya, quant à elle, se sentait coupable et inquiète pour lui, se reprochant ce qui lui était arrivé. Ils ont ensuite récupéré les objets de la mission et sont retournés à la guilde. Une fois tout terminé, Rin a remarqué que Kanade était abattue et lorsqu'il lui a demandé ce qui n'allait pas, elle lui a répondu que Tanya ne semblait pas bien et qu'elle était partie seule. Tanya était triste sur le pont lorsqu'elle a rencontré une petite fille qui lui a demandé qui elle avait vaincu ce jour-là. La fillette, inquiète que Tanya soit blessée, lui a conseillé de lui dire si elle avait mal quelque part. Réconfortée par cette attention, Tanya s'est sentie un peu plus optimiste et s'est souvenue que Rin s'inquiétait aussi pour elle. Mais elle avait ignoré cela par arrogance, pensant que le fait d'appartenir à un clan plus fort suffisait. Cela l'empêchait de savoir comment l'affronter et soudain, Rin apparut devant elle, la rendant nerveuse. Elle baissa alors la tête pour s'excuser de ce qui s'était passé, tandis que les larmes coulaient sur ses joues. Rin lui caressa la tête et sourit. Il la rassura en lui disant que Kanade était également inquiète. De retour à l'installation, Tanya s'est rendu compte qu'il n'était pas en colère, mais qu'il avait peur qu'il lui soit arrivé quelque chose, et qu'il lui avait même cédé son lit. À ce moment-là, Tanya a réalisé qu'elle ne pouvait pas se sortir le visage de Rin de l'esprit et qu'elle devait ajuster ses sentiments pour ne pas être aussi vulnérable. Le lendemain, ils partirent pour une autre mission et Tanya pensa qu'il était temps d'ajuster leur équipement. Pour elle et Kanade, ce n'était pas un problème, car elles appartenaient aux clans les plus puissants. Mais pour Rin, qui n'était qu'un humain, c'était différent. Ils s'amusaient bien lorsque Rin se figea, car le groupe Dario apparut juste devant eux. Ils marchaient tranquillement lorsqu'ils croisèrent le groupe Dario qui vint les saluer. Rien qu'en voyant le visage de ce groupe, Rin s'est énervé et a emmené les 2 filles dans un autre coin, s'écartant du chemin. Malgré cela, Ario, impudent comme il est, l'a rappelé et lui a demandé pourquoi il était froid. De plus, il a utilisé un ton faussement amical, mentionnant leur passé en tant que compagnons et disant qu'il regrettait d'avoir vu leur maître maltraité. Kanade et Tanya ont fait un pas en avant, montrant leur détermination à protéger Rin, et le groupe a été choqué de voir son côté et les 2 membres des clans puissants. Ils ne pouvaient pas croire que Rin pouvait commander les membres des clans les plus puissants. Après cela, ils ont de nouveau invité Rin à les aider à conquérir la forêt perdue. Ils dirent que puisqu'ils pouvaient contrôler tous les animaux, explorer la forêt ou porter les bagages serait un jeu d'enfant. Ces paroles indifférentes ont rendu Rin extrêmement irrité. Ils l'avaient expulsé auparavant et maintenant ils avaient l'audace de vouloir qu'il porte le poids à leur place. De plus, le changement de style de chacun lui donnait envie de frapper tout le monde, alors il n'hésita pas à refuser immédiatement. Peu après, il emmena les 2 filles, mais Mina le rappela soudainement. Elle inventa une belle histoire sur le fait de sauver le monde pour essayer d'adoucir le cœur de Rin, en disant qu'au fond de la forêt se trouvait un bouclier nécessaire pour vaincre le seigneur Daemonio et que s'il ne parvenait pas à obtenir ce bouclier, il ne pourrait pas le vaincre. Les monstres se répandraient alors dans le monde entier. Cette histoire a rappelé à Rin un souvenir tragique, l'image de la méchante qui a vécu consumée par les flammes. Cela a fait beaucoup lutter Rin psychologiquement, mais sa bonté a fini par le vaincre et il a finalement accepté d'accompagner le groupe Dario. Malgré cela, ils ne l'accueillirent pas chaleureusement. Au contraire, ils lui montrèrent du mépris, comme s'il pouvait tromper les 2 belles filles. Bien que contre leur gré, car leur maître en avait décidé ainsi, Kanade et Tanya n'avaient pas le choix. Mais en contrepartie, elles ont menacé le groupe de présenter des excuses en bonne et due forme à Rin. Même le forcer à s'agenouiller et à baisser la tête devant Rin serait acceptable. Ario, contraint de s'agenouiller et de s'incliner, était extrêmement ressentiment et cria à voix haute. Tout son groupe se sentit fier,
convaincu qu'il n'avait pas tort. Ario s'est avancé, a attrapé Rin par le col et l'a réprimandé en lui disant qu'il ne savait pas entraîner ses pieds. Rin, visiblement irrité, entendit Kanade et Tanya être traités d'animaux de compagnie, entendit ses compagnes être insultées, et cette situation le poussa à donner un coup de poing et à renverser Ario. Les yeux de Rin étaient effrayants et son expression était celle de quelqu'un qui éprouvait clairement une haine pure pour tout ce qu'il avait vécu. Il a menacé tout le monde de ne pas toucher à ses compagnes, mais Ario s'est relevé et l'a provoqué en le défiant à un combat direct pour voir quel groupe était le plus fort. Les deux filles seraient responsables des autres membres pendant qu'Ario et Rin se battraient l'un contre l'autre. Le premier combat opposa Agathe à Kanade, qui était extrêmement irrité et voulait le vaincre et le forcer à présenter ses excuses à Rin pour tout ce qu'il lui avait fait subir. Kanade a avancé avec une tempête, laissant Agathe presque incapable de bloquer, alors il a lancé sa technique de lame de feu, mais de manière inattendue, elle l'a frappé d'un coup de pied, le figant sur place. Réalisant qu'il avait déjà utilisé toute sa force, Kanade a décidé de n'utiliser que la moitié de son pouvoir pour continuer. Agathe était stupéfait devant son attitude à la fois adorable et effrayante. Ses mains et ses pieds tremblaient lorsqu'il l'entendit dire qu'elle n'utilisait que la moitié de sa force. Sans dire un mot, Kanade prit son élan et avança, lui assénant un coup de pied qui le fit saigner. Il fut projeté directement contre un arbre et de l'autre côté, Tanya prit le relais dans le combat contre Minnie et Lynn. D'un simple claquement de doigts, elle neutralisa la magie des deux. Voyant leur visage stupéfait, Tanya rit. Les deux ont insisté pour combiner leur magie contre elle, mais elles ont de nouveau été neutralisées par un simple claquement de doigts, car leur magie n'avait aucun effet sur Tanya. Incapables de se battre, elles ont commencé à l'insulter en la traitant de lézard et ont lancé une série d'attaques. Mais à chaque fois, Tanya claquait simplement des doigts et annulait la magie. Après avoir répété cela plusieurs fois, les deux finirent par perdre totalement leur esprit combatif et tombèrent vaincus devant elle. Bien que Tanya n'aimait pas humilier les faibles parce qu'ils avaient provoqué son maître, elle jugea nécessaire de leur donner une leçon sur la vraie magie. Le ciel commença à se couvrir de nuages sombres, effrayant Mina et Lynn qui pensaient qu'elles allaient être détruites par Tanya. Mais contre toute attente, elle ne faisait que les effrayer jusqu'à les faire presque s'évanouir de peur. Tanya ne fit rien de concret, car elle craignait que Rin ne le regrette, et elle les laissa donc partir. Pendant ce temps, depuis le début du combat, Ario avait insulté Rin, mais celui-ci ne s'était pas mis en colère et s'était contenté d'attaquer directement, et c'est ainsi que le affrontement entre les deux hommes avait commencé. Rin a reconnu qu'il affrontait réellement le héros et a admis son habileté à l'épée, mais il a rapidement repris son style de dompteur. La puissance de ses attaques provenait à la fois de son contrat avec Kanade et de son entraînement à voir les mouvements de son adversaire. Rin observait donc attentivement les combats d'Ario, y compris le nombre de pas qu'il faisait en brandissant son épée et ses subtils mouvements de diversion. Il parvint ainsi à prévoir les actions de l'ennemi dans une certaine mesure, et chaque attaque de Rin concentrait la force des deux clans. S'il se battait sérieusement, Ario perdrait certainement, c'est pourquoi Rin lui conseilla de se rendre. Mais Ario ne se rendit pas. Comme il restait obstiné, Rin utilisa la méthode des abeilles pour le paralyser, forçant Ario à accepter la défaite. Malgré tout, Rin lui en voulait encore d'avoir insulté ses compagnes en les traitant de simples animaux de compagnie. Ario avait perdu, par lâcheté, il a tenté de renouer d'anciens liens, mais Rin n'était plus assez naïf pour se laisser prendre à nouveau. Il leva le poing et frappa Ario. Heureusement, il réduisit la force de son coup, car s'il avait utilisé toute sa puissance, Ario serait mort. À ce moment-là, Kanade et Tanya arrivèrent et coururent se jeter dans les bras de Rin. Tous trois partirent alors ensemble explorer la forêt perdue. L'endroit était vraiment humide et sombre, et Tanya a même pensé à brûler toute la forêt d'un seul coup, mais Rin l'en a empêché, car de nombreux animaux y vivaient. Rin se demandait s'il y avait vraiment un bouclier là-bas, seuls les héros pourraient l'utiliser. En regardant la carte que le groupe d'Ario avait dessinée, il pensa qu'elle ne servait plus à rien, car l'endroit avait changé et s'était rapidement étendu. Se souvenant de la façon dont Tanya avait effrayé le groupe auparavant, Rin se sentit même plus détendu. Ario commença à fournir des informations, disant que le groupe situé dans la partie la plus profonde de la forêt perdue possédait le bouclier de la vérité, l'arme indispensable pour vaincre le seigneur démon. Même en donnant des informations, ce type effronté gardait son attitude et ne montrait aucun regret, alors il fut réprimandé par Kanade. Un simple toucher de la main de Rin suffit à faire perdre leur force aux deux hommes. Kanade et Tanya estimaient que le groupe ne méritait pas l'aide de Rin, et Tanya envisageait même de vaincre le seigneur démon seul si nécessaire. Conscient de leur inquiétude, Rin leur caressa la tête pour les rassurer en leur disant que tout irait bien. Rin appela ensuite un oiseau et prévoyait de l'assimiler comme auparavant pour explorer la forêt. Kanade et Tanya restèrent en garde pour protéger son corps, et depuis le ciel, Rin découvrit un chemin caché. Bien qu'étroit, il semblait mener vers les parties les plus profondes de la forêt, alors il revint pour guider les deux filles. Mais plus il marchait, plus il revenait toujours au point de départ, ce qui les a beaucoup frustrés. Kanade pensait qu'ils étaient simplement sur la mauvaise voie, mais pour Rin, qui avait suivi les oiseaux, cela n'avait aucun sens.
S'ils s'étaient perdus tout seuls, cela aurait été normal, mais tous ensemble, ils ne pouvaient pas se perdre ainsi. Même Tanya était d'accord, pensant qu'il y avait un piège dans la forêt. Elle créa alors un cercle magique et conduisit les trois là où ils devaient aller. Elle avait vu juste en déduisant qu'il y avait un sortilège d'illusion sur la forêt centrale qui les faisait se perdre. Après avoir entendu l'explication, Kanad fut choqué et Tanya lui confia la tâche de couper l'arbre. En éliminant cela, il pourrait avancer, mais Rin se demanda s'il n'y avait pas un autre moyen de briser la barrière sans détruire l'arbre. Tanya sentit que la barrière était très forte, ce n'était pas impossible, mais cela prendrait beaucoup de temps. Kanad s'apprêtait à donner un coup de poing lorsqu'elle fut effrayée par une voix venant du ciel qui leur ordonnait de partir. Une fille nommée Sora sortit de la forêt. Rin reconnut immédiatement qu'elle appartenait au clan des fées, tout comme Kanad et Tanya. Elle venait également de l'un des clans les plus puissants, spécialisés dans la magie, dont le pouvoir était supérieur à celui du clan des dragons. Il y a plus de 200 ans, le clan des fées s'était caché des humains. Pour eux, ces humains qui coupaient les arbres étaient des ennemis naturels, ce qui a conduit à des conflits. Depuis lors, le clan des fées s'est isolé dans des régions reculées, nourrissant une haine profonde envers les humains. Rin a tenté de la saluer, mais il a été directement repoussé par Sora. Elle avait même l'intention de les éliminer avec son pouvoir, ce qui effraya tout le monde et les fit reculer. Le groupe s'étonna qu'elle n'attaque pas, car le clan des fées était généralement pacifique. Pour Rin, sa seule apparition semblait déjà suspecte, peut-être liée à la barrière. Avant qu'il ne puisse conclure, Tanya a décidé d'avancer quand même et elle serait chargée de supprimer la magie de la jeune fille pendant que Kanad couperait l'arbre. Cela allait à l'encontre de la volonté de Rin, qui voulait encore négocier avec la jeune fille. Et toutes deux furent choquées par sa naïveté, mais finirent par céder à sa gentillesse. Quand Sora vit qu'ils étaient revenus, elle manifesta sa colère et tenta de les expulser, ignorant les paroles de Rin. Elle a utilisé la magie pour éliminer le groupe. Les deux filles ont senti le danger et allaient attaquer, mais il les en a empêchées. Rin pensait pouvoir supporter les attaques, car il était un dompteur de bêtes sauvages. Tant qu'il gardait son cœur ouvert, il pouvait transmettre ses émotions, ce qui a surpris Sora. Elle ne comprenait pas ses actions et lui demanda s'il était vraiment humain. Craignant qu'il ne soit comme les humains qui avaient détruit un téléphone portable, elle hésita et Rin put garantir qu'il n'était pas un humain malveillant, mais il la supplia de croire qu'il ne ferait aucun mal. Même calme, Sora ne céda pas et tira une autre flèche magique. Mais heureusement, cette fois-ci, Kanad et Tanya réussirent à l'intercepter. Les deux ont intercédé en faveur de Rin en disant qu'il n'était pas une mauvaise personne, ce que Sora trouva très étrange. Elle a finalement accepté de s'asseoir et de discuter. Rin expliqua qu'il cherchait le bouclier de la vérité pour aider le groupe de héros, mais qu'il s'était retrouvé piégé dans la barrière. Sora lui expliqua alors que c'était elle qui avait construit cette barrière. Elle ne pouvait pas permettre qu'on la brise, car derrière elle se trouvait le village du clan des fées, et elle ne pouvait pas mettre ses compagnons en danger. Tanya lui a alors demandé si ce qu'elle faisait n'était pas équivalent à protéger des monstres. Sora a répondu qu'il n'y avait pas de bouclier de vérité dans cette forêt. Ce qui existait au fond, c'était le chemin vers le village du clan des fées, le véritable bouclier était gardé par le clan lui-même. Il était donc clair que le groupe Dario avait trompé tout le monde. Sora a également déclaré que s'il était nécessaire de vaincre le seigneur démon, elle prêterait le bouclier. Elle a alors disparu pendant quelques instants et est revenue avec le grand bouclier dans les mains et une expression sérieuse, surprenant beaucoup Rin. Bien qu'elle déteste les humains, Sora ne pardonnait pas encore plus aux monstres, et ainsi, les trois reçurent facilement le bouclier de la vérité et voulurent offrir quelque chose en échange. Mais Sora a refusé, affirmant que le bouclier avait été promis depuis longtemps par le clan des fées aux héros précédents et qu'elle ne faisait que tenir cette promesse. Après avoir reçu le bouclier, les trois remercièrent et retournèrent en ville, observant leur silhouette au moment de partir. Il semblait que Sora voulait dire quelque chose. S'en rendant compte, Rin revint pour lui demander et Sora hésita, ayant du mal à parler. Si elle en disait plus, cela impliquerait le groupe dans ses problèmes, alors elle refusa, mais elle fut interrompue par les paroles de Rin. Il lui dit que même s'il ne se souciait pas du danger, il serait heureux de l'aider. Les deux filles ont également déclaré qu'elles aideraient la jeune fille de tout leur cœur. Après avoir réalisé qu'elle pouvait leur faire confiance, Sora a décidé de parler. La petite fille raconta qu'elle avait une sœur jumelle appelée Runa et que sa sœur avait une personnalité très différente, mais qu'elles s'entendaient très bien. Elles étaient sœurs et gardiennes de la barrière qui menait à la cachette du clan des fées. Même si ce travail était un peu ennuyeux, Sora était toujours très heureuse lorsqu'elles étaient ensemble. Mais un jour, parce que le groupe de Sora avait une affaire urgente à régler, elles sont sorties un peu de la barrière. Là, Sora a fini par rencontrer un monstre qui se faisait appeler le Seigneur Démon. Même en essayant de s'enfuir, elles ont été rattrapées par lui et ont dû se battre. Elles n'ont pas réussi à le vaincre, de plus, Runa a été capturée, alors que Runa est sa sœur. Le nom de ce monstre était Chevalier Noir et il était classé C. Normalement, il n'aurait pas été un adversaire à la hauteur d'un clan puissant, mais ses caractéristiques étaient très gênantes.
Il pouvait annuler les attaques magiques, donc seuls les coups physiques fonctionnaient. Et le clan des fées est spécialisé dans la magie, ce qui créait un terrible désavantage. Selon Sora, l'objectif du chevalier noir était d'éliminer ses ennemis, qui étaient les clans les plus forts. Il ordonna à Sora de supprimer la barrière si elle voulait sauver Runa, mais elle ne pouvait pas accepter cela, car cela mettrait tout le clan en danger. Seule, elle ne pouvait rien faire, alors elle a demandé de l'aide au chef du village, mais celui-ci lui a dit d'abandonner Runa, affirmant que c'était de leur faute à toutes les deux d'avoir quitté la zone de sécurité. Même Tanya trouva que le chef avait dépassé les bornes en agissant ainsi. Ne sachant pas si elle devait choisir la vie de sa sœur ou la sécurité du village, Sora était frustrée et avait le cœur brisé. Voyant la petite fille si triste, Ren lui proposa son aide. Sora le remercia chaleureusement, se blottit contre sa poitrine et pleura à chaudes larmes. Le chevalier noir avait fixé un délai. Sora devait supprimer la barrière avant le coucher du soleil, sinon sa sœur ne serait pas en sécurité. Le groupe de Ren s'est donc précipité pour le retrouver. Sora a dit qu'elle voulait vraiment les accompagner, mais Rin l'a calmée et lui a demandé de rester. Si elle se montrait, il pourrait penser que Sora l'avait trahi et faire du mal à Runa. La nuit, ils ont vu de leurs propres yeux le chevalier noir, bien au-dessus, Runa ligotée. Les trois ont profité de la sérénance et ont avancé pour encercler le chevalier noir, puis ils ont utilisé la magie pour attirer son attention. Kanad a alors couru pour lui asséner un coup physique à la tête, puis Rin lui a donné un coup de poing direct dans l'estomac. Malgré cela, le monstre ne tomba pas et le chevalier noir confondit Rin avec le héros et comprit que Sora leur avait demandé de l'aide, ce qui le rendit très furieux. Il a immédiatement tenté d'éliminer Runa, mais heureusement, les ailes du dragon de Tanya ont bloqué son attaque. Tanya a détaché et sauvé la petite fille, laissant le reste aux deux autres. Furieux, le chevalier a commencé à utiliser ses techniques. En un instant, Rin a déduit qu'il n'avait réussi à s'infiltrer seul dans le territoire du clan des fées que grâce au pouvoir monstrueux du seigneur démon. Rin a compris que la situation était grave et que si cela continuait, la forêt serait détruite. Il a donc chargé Kanad de bloquer ses mouvements pendant qu'il concentrait toute sa force dans un seul coup. Kanad craignait que, malgré toute la force de ce taureau, son coup de poing ne suffise pas, mais elle obéit néanmoins à l'ordre de Rin. Alors que Rin se concentrait pour conclure un contrat temporaire avec les abeilles, il savait que celle-ci ne paralyserait pas le chevalier, mais qu'elle pourrait le distraire afin de permettre à Kanad de le frapper. Rin lança un sort de renforcement sur Kanad, faisant affluer sa force encore plus intensément, comme il l'avait prévu. Le coup de Kanad fit disparaître le chevalier en un instant, et Kanad fut satisfaite du pouvoir que Rin lui avait accordé. Il lui expliqua qu'il s'agissait d'une technique unique au dompteur, un sort qui amplifie temporairement la force naturelle de leur partenaire. Il explique qu'auparavant, il n'avait pas assez de pouvoir magique pour le faire, mais que maintenant, grâce au pouvoir supplémentaire de Tanya, cela a fonctionné. À ce moment-là, Tanya apparaît également avec Runa dans ses bras et elle est surprise car la magie de renforcement était une technique perdue. Et pourtant, Rin a réussi à l'utiliser et il se gratte la tête et dit que cela lui est venu naturellement, comme toujours. Tout le monde était très heureux de ce succès et le bruit a fini par réveiller Runa. Les deux sœurs, Sora et Runa, se sont retrouvées. Sora remercie chaleureusement le groupe de Rin, car sans eux, Runa aurait pu subir de terribles punitions. Mais ces images n'étaient que le fruit de l'imagination de Rin et les jumelles revinrent rapidement à la normale, comme n'importe quel duo qui se dispute et se brouille. Rin trouva que, bien qu'identiques, leurs personnalités étaient diamétralement opposées et qu'il semblait que les deux ne voulaient plus rester en garde là-bas. Et Sora ne voulait pas vivre avec des gens qui avaient l'intention d'abandonner sa sœur. Elle voulait aussi voir le monde en dehors de la forêt. En entendant cela, Kanad a invité les deux à rejoindre le groupe de Rin. Tanya ne s'y est pas opposée et Rin s'est inquiété pour les sœurs, craignant qu'elles ne se sentent mal à l'aise dans une équipe d'humains. Mais la timide Sora lui rappela qu'il avait lui-même dit qu'il y avait des bons et des mauvais parmi les humains et qu'elle ne savait pas comment étaient les autres. Mais pour Rin, elle voulait aussi se lancer dans l'aventure. En entendant les deux sœurs parler ainsi, Rin fut heureux de les accueillir et les gemmes exigèrent encore de conclure un contrat comme Kanad et Tanya. Rin a fini par trouver cela très compliqué, car chaque espèce a une structure différente et il pouvait utiliser une méthode de base pour les apprivoiser. Mais avec le clan des fées, cela dépassait ses compétences. Cela semblait être une tâche impossible, mais il a alors exécuté la magie du contrat pour lier Sora et Runa d'un seul coup. Cela a fini par fonctionner, mais avec la disparition et le pouvoir de l'un des clans les plus forts, Rin était épuisé et s'est effondré. Heureusement, les deux l'ont soutenu, voyant la scène, Kanad et Tanya sont devenues jalouses. La mission accomplie, Rin se rendit en personne auprès du groupe Darius et leva le bouclier de la vérité, laissant tout le monde bouche bée et impressionné par cet exploit. Arius a gardé sa rancœur et Rin a réussi en 2 jours, alors qu'ils avaient passé une semaine sans résultat et soupçonnaient même que c'était faux. Rin n'a pas discuté, il les a laissés vérifier et la mine a effectué la vérification magique sur le bouclier et a prouvé qu'il était 100% authentique. Bien qu'Arius ait été réticent à y croire, il a rapidement remarqué 2 nouvelles présences et est devenu curieux. Rin est resté calme et lui a dit de ne pas s'en inquiéter.
Heureusement, Rhin avait déjà demandé à Sora et Runa de cacher leurs ailes. Si le clan des fées apprenait que le village humain avait été détruit, cela causerait un grand choc, et Rhin exigea alors un paiement. Après avoir confirmé la fin de la mission, il s'est juré de ne plus s'impliquer avec ce groupe. Mais soudain, Agathe a appelé Rhin et lui a demandé s'il voulait revenir dans le groupe. Cette remarque rendit Arius furieux, qui se mit à le réprimander. Agathe demanda à tout le monde de réfléchir ensemble, car les événements récents montraient clairement que le soutien de Rhin était nécessaire. Ils ont réfléchi et personne ne s'y est opposé. Alors Agathe a appelé Rhin et lui a promis d'améliorer sa rémunération et son traitement, en plus de l'accueillir comme compagnon d'aventure. Mais il a également dit à Rhin de ne pas rester prisonnier du passé, ce qui a figé Rhin et donné l'impression qu'il n'avait pas changé du tout. Rhin s'est senti vraiment idiot d'avoir cru en eux auparavant, et à ce moment-là, le groupe de Kanad est apparu et a calmé l'esprit de Rhin. Kanad lui tendit la main et lui dit qu'il l'attendait. Voyant que Rhin allait refuser, Agathe tenta de le persuader. S'il battait le seigneur démon, il gagnerait en statut, en renommée et beaucoup d'argent. Mais pour Rhin, rien de tout cela n'avait d'importance, il voulait de vrais compagnons et ils étaient toujours les mêmes. Ce qu'il voulait depuis le début était déjà là, avec lui, et n'ayant pas réussi à le recruter, le groupe d'Ario a fait appel à la rancœur et aux insultes. Seul Ario resta assis, réfléchissant au moment où il avait combattu Rhin. Cette douleur n'était pas seulement physique, c'était aussi une humiliation qui ne disparaissait pas. Il ne pouvait pas croire qu'un héros comme lui avait été vaincu par ce garçon et Ario nourrissait une profonde rancœur, déterminé à éliminer Rhin de ses propres mains. Pendant ce temps, le groupe était curieux de savoir pourquoi seuls les héros pouvaient vaincre le seigneur démon. Rhin expliqua que, selon la légende, le seigneur démon dominait les humains avec un tel pouvoir qu'ils ne pouvaient lui résister. Le premier héros de l'histoire avait conclu un pacte avec les dieux pour le détruire et recevoir leur sang dans son corps. Il avait ainsi vaincu le seigneur démon, libéré les humains et apporté la paix au monde. Ils ont estimé que ce premier héros était incroyable et incomparable aux héros actuels et que, par conséquent, seuls les héros, ceux qui portaient le sang des dieux, pouvaient se développer sans limite, accumuler du pouvoir et l'utiliser pour vaincre le seigneur démon. Mais Kanad pensait qu'un faible comme Ario ne ressemblait en rien à cela. Sora, quant à elle, pensait que si l'on suivait cette logique, Rhin était aussi un héros, car il pouvait conclure un contrat avec les 3 clans les plus puissants et absorber leurs capacités. Cela dépassait déjà de nombreuses limites humaines, c'était comme s'il avait brisé la barrière pour devenir un héros. Kanad croyait également que si Rhin concluait encore plus de contrats avec des clans plus puissants et augmentait son pouvoir, il aurait peut-être assez de force pour détruire le seigneur démon. En entendant cela, Rhin était confus, car il était vrai que lorsqu'il faisait partie de l'équipe des héros, il avait pris cet objectif comme motivation. Mais depuis qu'il avait été expulsé, ce rêve avait disparu et maintenant qu'il vivait avec son groupe actuel, il était heureux. Mais au fond, s'il en avait eu la force, il aurait également aimé essayer de se battre. Seulement, vaincre le seigneur démon était différent des missions normales et cela impliquait des vies humaines. Cela le rendait inquiet, car il savait qu'il n'était arrivé jusqu'ici que grâce au soutien de ses compagnes. Malgré tout, Rhin pensait qu'il était peut-être temps de choisir sa propre voie. Le lendemain matin, il fut réveillé par un chiffon jeté sur son visage. Puis le groupe de Rhin se réunit pour le petit déjeuner. Ils discutèrent du fait qu'il devenait de plus en plus fort après les contrats avec les sœurs Sora et Runa. Rhin offrait également un bon repas à tout le monde en guise de paiement pour la mission du groupe d'Ario. Il décida ensuite d'acheter de nouveaux équipements en ville. Sur le chemin, les 2 sœurs se cramponnaient à son bras, craignant que son identité de membre du clan des fées ne soit découverte. Alors qu'elles étaient sur leur garde, elles ont été effrayées par les hommes de main de Tanya qui étaient venus la chercher. C'étaient les 2 hommes qu'elle avait battus sur le pont Sten en leur cassant le nez. En entendant les compliments forcés, Tanya était très fière. Pendant ce temps, Kanad discutait avec la vendeuse de fruits et gagna une pomme pour l'avoir aidé précédemment. Voir Kanad et Tanya interagir avec les humains a surpris les sœurs Sora et Runa. Soudain, un groupe d'enfants humains apparut devant elles, les effrayant. L'un des garçons a provoqué Rhin en lui disant qu'il avait ramené des femmes à la maison. Cela fit rougir les sœurs, et le fait d'être qualifiée de « mignonne » par les enfants rendit Sora encore plus gênée. Mais au contraire, Rhin a éclaté de rire et a même pensé à effrayer un peu les garçons en révélant presque l'identité des jumelles. Heureusement, Sora l'a arrêté à temps et lui a rappelé que s'il utilisait la magie, ses ailes de Clandifada apparaîtraient. Et si les humains le découvraient, ce serait un gros problème. Ils arrivèrent enfin au plus grand magasin d'armes de la ville. Le propriétaire était un nain mal élevé et Kanad fut effrayé par son air sévère. Mais Tanya pensait simplement que les nains étaient bizarres. En entendant cela, le propriétaire lui lança un regard noir qui rendit Kanad encore plus nerveuse. Pendant ce temps, Rhin trouva un fouet et fut intrigué. Il pensa qu'en tant que dompteur en vacances, il devrait utiliser cet objet pour contrôler les rebelles en vacances. Cette pensée sinistre fit frissonner Sora de peur, mais finalement, Rhin choisit un couteau tranchant qui tenait bien dans sa main. En le tenant, il eut une sensation étrange, même si l'arme n'était pas mauvaise.
À ce moment-là, l'homme grand et musclé entra, jeta une liasse de billets sur le comptoir et demanda l'épée la plus luxueuse. Le propriétaire apporta l'une des meilleures épées longues à vendre. Voyant cela, Rin eut des soupçons et lui demanda pourquoi, car à première vue, elle ne semblait pas être une arme spéciale. Tout le monde resta silencieux jusqu'à ce que le propriétaire sourit, complimentant Rin pour son bon œil. Tout comme le couteau de tout à l'heure, toutes ces armes étaient des créations qu'il avait réalisées pendant son temps libre. En d'autres termes, il faisait payer le client plus cher que la normale. Cela a poussé les sœurs Sora et Una à réévaluer le nain, et le forgeron irrité a montré sa véritable collection. Rin fut impressionné de penser qu'il pouvait forger des objets aussi incroyables, mais qu'il trompait quand même ses clients. Le propriétaire expliqua qu'il faisait cela comme un test, car beaucoup dépensaient leur argent sans réfléchir à l'adéquation des produits. Et ensuite, il jetait les armes fabriquées avec tant de soin et pour lui, en tant que forgeron, chaque arme était comme un enfant. En entendant cela, Tani est apparue de nulle part et a dit qu'elle le comprenait parfaitement, ce qui a rendu le nain heureux. En discutant davantage, le propriétaire a commencé à apprécier Rin et a accepté de forger des armes de haut niveau pour lui. Mais il y avait une condition. Comme il manquait des matériaux, il devait aller les chercher. Plus tard, le groupe est retourné à la guilde, qui était bondée, et Kanad a couru vers Nathalie pour lui demander pourquoi. Elle expliqua que le héros Ario recrutait des alliés pour vaincre le seigneur démon. En entendant cela, Rin est devenu sérieux, mais il ne voulait pas inquiéter Kanad et Tani, alors il leur a caressé la tête en leur disant que tout allait bien. À ce moment-là, Nathalie remarqua la présence des sœurs Fada. Sora s'est cachée derrière Rin, se présentant timidement, tandis que Runa s'est avancée et a dit son nom complet avec assurance. Mais lorsqu'on leur a demandé quelle était leur relation avec Rin, Runa a répondu d'un ton sombre, laissant croire à Nathalie que Rin s'en prenait aux enfants. Cela l'obligea à s'expliquer rapidement. Rin a ensuite remis une demande de mission à Nathalie pour qu'elle l'approuve et enquête sur la mine Dimithril pour le forgeron Seo Gantz, propriétaire de la boutique d'armes. Selon Tani, toute arme fabriquée à partir de Dimithril durait toute une vie, même si de rares ancêtres avaient laissé la mine en héritage. Mais récemment, le minerai semblait avoir disparu et Rin trouvait improbable qu'il se soit épuisé soudainement, car l'extraction diminuait progressivement. Sans qu'il ait besoin de parler, Kané et Tani savaient déjà ce qu'ils voulaient faire, alors Rin suggéra au propriétaire d'enquêter sur la mine. Voyant les yeux pleins de confiance et de passion de Rin, Gantz accepta. Quant au paiement, Rin ne demanda pas d'argent, mais souhaitait seulement posséder les armes forgées par lui. Surpris, Monsieur Gantz accepta et le groupe partit. Le chemin jusqu'à la mine était court et tout le monde était d'humeur à pique-niquer, mais Runa, qui suivait Sora, était fatiguée et s'est presque évanouie. Ils se reposèrent près d'un lac et les filles demandèrent à prendre un bain. Avant que Rin n'ait pu dire quoi que ce soit, Kané était déjà en train de se déshabiller, mais elle fut arrêtée par Tani. Pour assurer la sécurité, Rin a temporairement engagé un écureuil pour donner l'alerte en cas de danger. Pendant ce temps, il a fait une sieste. Dans l'eau, les jumelles s'amusaient et ont demandé à Kané et Tani le secret pour avoir des seins aussi gros. Les deux se sont contentés de tourner sur elles-mêmes et ont répondu qu'un jour, elles grandiraient aussi. Au milieu des jeux, quelque chose a effrayé Kané qui a crié fort et Rin s'est réveillé en sursaut et a couru vers elle. Mais c'était seulement Runa qui avait plongé sa main dans un poisson pour l'effrayer. L'arrivée de Rin surprit tout le monde et il eut honte, détournant le visage, puis il dut s'excuser auprès des sœurs. Contre toute attente, Kané et Tani ne se sont pas fâchées, au contraire, elles étaient heureuses qu'il ait couru en entendant le cri. Plus tard, ils arrivèrent à la mine de Mithril et le groupe se cacha et observa les lieux avec prudence. Rin a remarqué des signes d'exploitation minière illégale, avec des oiseaux dans le ciel agissant comme des guetteurs. Comme prévu, les mineurs illégaux ont remarqué leur présence et sont venus les attaquer. Rin a ordonné d'y aller doucement, mais tous les ennemis ont quand même été vaincus et consciemment, sans interrogatoire. Sora a alors suggéré d'utiliser la magie pour voir ses souvenirs, et les deux sœurs ont confirmé que Rin avait raison. Il s'agissait d'aventuriers qui minaient illégalement. Après avoir aidé les gemmes, elles ont demandé en récompense d'être caressées sur la tête comme Kané et Tani. Et sans autre choix, Rin a accédé à leur demande, les rendant toutes les deux très heureuses. Après cela, le groupe se prépara à entrer dans la mine et Rin les avertit qu'ils devaient être prêts à révéler leur identité, car ils étaient observés depuis les cieux. Il était certain qu'il y avait un autre dompteur dans le camp ennemi et dès qu'ils entrèrent, ils reçurent une boule de feu magique lancée contre eux. Ils ont tué Sora et Runa sont restés en avant et ont bloqué l'attaque avec de la magie. Riant pour en finir rapidement afin de recevoir plus de caresses de Rin, et les deux sœurs ont attaqué avec détermination. Tani et Kané se sont également joints au combat pour aider, et Rin s'est chargé du dernier ennemi restant. Il avait commis le crime de minage illégal, mais il ne s'était toujours pas rendu et l'ennemi a sorti un couteau pour poignarder Rin, mais celui-ci l'a tout de même terrassé. L'ennemi ne voulait pas admettre sa défaite et invoqua un monstre de classe B, le Permote. Le groupe de Tani a réalisé que cet homme était un dompteur de monstres. En termes logiques, dompter un monstre exige plusieurs fois plus de technique que la normale et nécessite également un énorme pouvoir magique.
Il expliqua qu'il avait trouvé ce monstre alors qu'il venait de naître et qu'il l'avait élevé lui-même jusqu'à présent, c'est pourquoi il ne serait pas hostile à son égard. Le père Mott a reçu l'ordre et s'est précipité vers Rhin pour l'attaquer, et sa puissance d'attaque était trop grande. Il craignait que la mine s'effondre. Tout en combattant le monstre, Rhin fit signe aux autres de mettre d'abord les personnes restantes en sécurité à l'extérieur. À l'extérieur, Tani s'occuperait de tout, tandis que Kané entrerait pour aider Rhin. Il demanda à Kané de neutraliser cet homme pendant qu'il se chargerait de combattre Père Mott, car celui-ci agissait sur les ordres de cet homme. Pour l'arrêter, il devait capturer l'homme, ce qui serait plus rapide. En effet, le Père Mott attaquait avec force, mais ses coups étaient trop simples. Rhin avait désormais clairement compris son schéma de mouvement, il n'y avait donc plus aucun doute quant à la précision de ses coups. Cependant, s'il ne réglait pas rapidement le problème, la mine ne tiendrait pas longtemps, et de l'autre côté, Kané avait déjà réussi à faire taire cet homme. À ce moment-là, Rhin réfléchit à une méthode pour vaincre le monstre, mais il craignait de ne pas y parvenir. Heureusement, les mots d'encouragement de Kané résonnaient dans sa mémoire, ce qui lui permit de croire en lui-même afin de ne décevoir personne. Rhin réussit à apprivoiser le Père Mott et à le contrôler, et il effaça la domination de l'homme sur le Père Mott. Normalement, il est impossible de voler la domination d'un autre dompteur de monstres, mais il pensait que s'il avait la même force que tout le monde disait, cela ne serait peut-être pas impossible. L'homme n'acceptait pas d'avoir perdu le contrôle du Père Mott, alors il a essayé de lui imposer son propre ordre pour stimuler les capacités de la créature. De manière inattendue, l'homme fut attaqué par lui. Au moment du danger, Rhin arrêta le Père Mott à temps en lançant une boule de feu pour le renverser. L'homme ne comprenait pas pourquoi il avait échoué et Rhin lui expliqua qu'entre les humains et les monstres, même avec la domestication, l'hostilité ne pouvait jamais être totalement éliminée, car il réagissait à l'hostilité de son maître et avait perdu le contrôle. C'est pourquoi Rhin a dû le retenir pour le garder sous contrôle. Après avoir entendu l'histoire du groupe de minage illégal, il a découvert qu'ils avaient tous quelque chose en commun. Ils avaient acheté des armes à Monsieur Gantz et ces produits étaient des contrefaçons. Lorsqu'ils s'en sont rendus compte, ils ont décidé de se venger en volant tout le mithril afin qu'ils ne puissent plus fabriquer d'armes. Lorsque Monsieur Gantz en a été informé, il s'est montré très inquiet et s'est également senti coupable d'avoir utilisé des stratagèmes malhonnêtes tant avec ses clients qu'avec ses armes. Rhin n'a pas discuté et a accepté la déception du forgeron en posant sa main sur Gantz et en lui conseillant simplement de corriger son erreur. Comme il savait que tout le monde commet des erreurs, il suffit de les reconnaître et de les corriger. Et il lui a conseillé de mettre tout son cœur dans chaque arme qu'il fabriquait, comme avant, et tout irait bien. Monsieur Gantz, malgré son âge, avait été corrigé par un enfant, mais il ne s'était pas fâché et avait décidé d'essayer de changer de manière positive. Pour commencer, Monsieur Gantz a dit qu'il fabriquerait une arme pour Rhin. En entendant cela, il a chuchoté au forgeron qu'il voulait qu'elle soit fabriquée selon sa propre idée. Ils discutèrent en secret, ce qui rendit le groupe de Kanagé curieux. Pendant ce temps, le groupe d'Erius s'inquiétait et recrutait davantage de membres pour le soutenir, mais il ne parvenait pas à trouver quelqu'un de satisfaisant. Lorsqu'un dompteur de monstres se présenta pour postuler, Erius le rejeta immédiatement, car il ne pouvait commander qu'un seul animal et ne savait même pas se battre. Il fut déconcerté lorsqu'Erius lui demanda s'il pouvait également commander le clan le plus fort. Il était impossible pour un dompteur humain de commander le clan le plus fort, et lorsqu'Erius a éliminé le dernier candidat, il a montré des signes d'ennui et de fatigue. La mine sentit que non seulement l'homme précédent, mais aussi les autres qui avaient participé à la sélection avaient des compétences qui pouvaient servir à la fonction de soutien. Mais Erius n'était satisfait de personne, et ils étaient également comparés à Rhin. Elle sentait que si cela continuait, ils ne pourraient pas poursuivre leur voyage et que la mission de vaincre le seigneur démon serait lointaine. C'est alors qu'elle alla dire à Erius que les critères de sélection étaient trop stricts, mais il la rejeta. C'était précisément parce que le roi n'était plus là que cette colère se retournait contre elle. Bien que mécontente, la mine tint bon, simplement parce que c'était la mission d'une servante des dieux. Après cela, Erius lui demanda de retourner se reposer. Avant de partir, elle lui conseilla de ne pas trop s'inquiéter, car sa mission était de sauver le monde. Mais Erius ne ressentait pas les choses ainsi. Pour lui, avant de sauver le monde, sa priorité était d'éliminer Rhin à tout prix. Le lendemain, Rhin se rendit à la guilde pour demander ce qui était arrivé à ces mineurs illégaux. Nathalie lui a révélé qu'ils avaient perdu leur statut d'aventurier après l'incident et avaient été contraints de devenir des ouvriers. Comme l'exploitation minière illégale et la création de monstres étaient des crimes très graves, elle estimait que la punition était appropriée. Rhin est sorti, la tête baissée, pour raconter aux deux sœurs ce qui s'était passé. Peu après, il les emmena faire un tour au marché alimentaire et leur acheta 2 délicieux hot dogs. Comme ils étaient très bons, elles les mangèrent trop vite et le regrettèrent aussitôt. À ce moment-là, Runa a voulu interroger Rhin sur les compétences qu'il avait acquises après avoir conclu un contrat avec les deux sœurs. Comme il possédait déjà les capacités physiques de Canadeia et la magie d'amélioration de Tanya,
Elle voulait savoir ce qui avait changé après avoir conclu un contrat avec lui. Bien que les filles attendaient avec impatience la réponse de Rhin, même lui ne savait pas s'il y avait quelque chose de spécial. Sa réponse les a laissées paniquées et confuses, et elles étaient certaines qu'il possédait également la magie suprême de leur clan. Car la magie suprême était une technique très secrète, et de plus, seule la classe supérieure des fées pouvait l'utiliser. Même si le groupe de Sora n'y était pas parvenu, elles espéraient que Rhin l'obtiendrait. Mais contre toute attente, plus elles en parlaient, moins ils comprenaient, ce qui les décevait car après le contrat, il n'y avait rien de similaire à ce qu'avaient obtenu les deux sœurs aînées. Elles se sont même qualifiées de « familiers ratés », laissant Rhin confus, ne sachant pas quoi faire. Il leur caressa alors la tête pour les réconforter, leur disant de ne pas être tristes et de ne pas se sentir coupables. Elles se demandèrent pourquoi Rhin leur faisait autant confiance, car après tout, elles avaient été abandonnées par le village et avaient beaucoup souffert. Elles ont senti qu'il était différent, car même s'il avait des personnes fortes à ses côtés, il avait encore besoin d'elles. Rhin s'est alors assis pour leur expliquer chaque détail et leur a même raconté son triste passé. Il a dit qu'il avait appris de cette expérience et qu'il voulait instaurer un climat de confiance avec les compagnons qu'il souhaitait avoir à ses côtés. Cela incluait Sora et Runa comme compagnes, même sans la capacité du contrat. Après avoir entendu cette histoire, les deux filles étaient enthousiastes et optimistes, ce qui a soulagé Rhin. Ils marchaient lorsqu'ils ont rencontré le blond et ses paroles ont effrayé les sœurs. Elles pensaient qu'il s'agissait de quelque chose de grave, mais ce n'était qu'un playboy qui disait vouloir les deux comme femmes. En entendant cela, elles le regardèrent avec mépris. Le visage de Sora pâlit de peur en entendant un homme qu'elle ne connaissait même pas dire qu'il voulait qu'elle soit sa femme. Pendant ce temps, Runa, à côté d'elle, le réprimandait en le traitant d'idiot. Plus elle parlait, plus il trouvait cela intéressant. Cet homme s'appelait Edgar Thornware, le fils du seigneur qui gouvernait la ville d'Horizon. Il continua à l'inviter, mais les sœurs refusèrent, alors il décida d'utiliser des mesures plus fortes. Il pensait qu'avec plus d'hommes de main, il pourrait gagner, mais tous furent vaincus par Rhin en quelques coups. Malgré cela, Edgar n'abandonna pas et voulait les faire rire à tout prix. C'est pourquoi il utilisa les citoyens comme punition pour forcer Rhin à les livrer. Il considérait les gens comme des outils, donc il s'en moquait, et dans le subconscient de Rhin, les positions des ennemis étaient dispersées. S'il sauvait quelqu'un, d'autres seraient blessés, le laissant sans savoir comment agir. Même si elles voulaient l'aider, il craignait qu'elles utilisent la magie, car cela permettrait aux gens de découvrir qu'elles appartenaient au clan des fées. Si cela arrivait, elles ne pourraient peut-être plus vivre librement dans la ville. Les deux étaient heureuses et Rhin ne pouvait supporter qu'elles soient blessées. Alors qu'il cherchait une solution, il eut une idée soudaine. Il devait prendre un risque, alors il utilisa le champ continu de la magie de la boule de feu. C'était encore une compétence spéciale du clan des fées et dès que Sora et Una l'ont vu, elles l'ont immédiatement reconnu. Cela suffit à effrayer l'ennemi et à le faire reculer. Sora et Una remercièrent Rhin de les avoir protégés. Il y avait aussi des habitants de la ville qui commencèrent à l'admirer en tant que dompteur de monstres. Une vieille dame lui conseilla de fuir rapidement, ce qui le surprit. À un moment donné, Rhin ne remarqua pas qu'Erius l'observait et rentrait chez lui. Les deux sœurs racontèrent avec enthousiasme à Kanad et Tanya la nouvelle capacité de Rhin. Il le ressentait également, car grâce au chant continu, il avait autant de puissance que de précision. Il maîtrisait mieux que lors de l'entraînement spécial grâce au contrat qu'il avait conclu avec elle. Désormais, les deux sœurs pouvaient elles aussi marcher la tête haute, car elles étaient aussi excellentes que le groupe de Kanad. C'était une chance que tout le monde soit en sécurité, ce qui soulagea Tanya et Kanad pour le moment. Rhin écouta l'histoire des habitants de la ville et comprit qu'Edgar était quelqu'un de pire qu'il n'y paraissait. Il kidnappait et retenait les femmes qui lui plaisaient dans son manoir, et était même accusé d'abus sexuels. Le seigneur couvrait Edgar parce qu'il était son fils unique, alors tous ses crimes étaient effacés sans laisser de preuves. Tanya, avec son tempérament fougueux, voulait brûler le manoir du seigneur immédiatement. Elle pensait qu'il finirait bientôt par s'en prendre au groupe de Rhin, voire aux citoyens. En silence, Rhin se dit qu'après avoir découvert le côté sombre de cette ville, il voulait encore plus sauver tout le monde. Mais il ne faisait rien parce qu'il n'était qu'un dompteur de bêtes sauvages et non un héros courageux. À ce moment-là, voyant son expression pensive, Kanad et Tanya savaient déjà exactement ce qu'ils pensaient. Elles savaient que même si Rhin voulait sauver tout le monde, il était très prudent face à un ennemi aussi puissant. Elles lui dirent que ce n'était pas seulement Rhin, mais qu'elles aussi voulaient vraiment protéger cette ville et reconnaître le soutien de tous. Cela a donné à Rhin la force de se sentir déterminé à sauver cette ville avec elle. Pendant ce temps, Edgar ordonnait aux soldats de dissimuler les dégâts causés dans l'après-midi et demandait également d'enquêter sur Rhin et de le lui amener. Il détestait Rhin pour l'avoir vaincu de manière si humiliante qu'il ne pouvait l'ignorer. Pris de rage, il appela une petite fille à l'apparence de femme stupide pour la torturer sans relâche. De l'autre côté, Rhin et Kanad se rendirent ensemble à la division de l'ordre des chevaliers pour remettre un rapport sur les dégâts. Quand ils ont entendu leur demande d'ouvrir une enquête sur le comportement violent d'Edgar, la responsable a changé d'expression et a pris un air extrêmement effrayé. Elle balbutia sans savoir quoi répondre, puis un groupe de soldats se leva pour parler à Rhin.
Ils ont dit qu'il s'agissait seulement d'une petite dispute et qu'ils n'allaient pas enquêter. De plus, ils se sont moqués de Rhin en lui conseillant de faire attention à ne pas être accusé de diffamation envers leur Edgar. Face à leur attitude inutile, Rhin a décidé de rentrer, car il savait qu'ils étouffaient l'affaire et que même s'ils enquêtaient, ils ne trouveraient aucune preuve. Soudain, Kanad remarqua que quelqu'un les observait. Il s'agissait d'une cavalière nommée Stella, qui fut prise à tort pour quelqu'un qui les suivait. Elle baissa alors la tête en s'excusant, ce qui surprit beaucoup Rhin, car il ne s'attendait pas à ce qu'une chevalière aussi fière s'incline devant eux. Stella était une chevalière qui servait comme vice-capitaine de l'escadron de chevaliers d'Horizon. Ils furent surpris car avant de dire quoi que ce soit, Stella les remercia. Elle avait entendu parler d'un aventurier et d'une jeune fille du clan des chats spirituels qui avait détruit le gang criminel des Crocs d'Ébène. Même elle, en tant que chevalière, n'avait jamais rien pu faire et c'est pourquoi elle voulait dénoncer les crimes du groupe du Seigneur et a exprimé son désir de coopérer avec le groupe de Rhin. En raison de leur complicité avec le groupe du Seigneur, les chevaliers avaient oublié leurs obligations et ne savaient que se livrer à la débauche, allant même jusqu'à couvrir les crimes du Seigneur ou de son fils. Ils affichaient ainsi leur mépris pour les personnes qu'ils étaient censés protéger. Le capitaine Gillette était également ainsi, c'est pourquoi Stella souhaitait vivement que l'escouade de chevaliers retrouve sa véritable nature. Elles avaient observé l'attitude des deux hommes lorsqu'ils dénonçaient les crimes d'Edgar, ce qui lui donna un éclair d'espoir, voire un tournant décisif. Stella supplia Rhin de lui prêter cette force pour réaliser son souhait. Rhin soupçonnait qu'il s'agissait d'un piège, mais la Canagem lui assura que Stella n'était pas une mauvaise personne, car elle ne ressentait aucune mauvaise vibration venant d'elle. Après avoir entendu le jugement de la voyante, Rhin a accepté de coopérer avec Stella. Elle lui a demandé pourquoi il avait l'intention de dénoncer le fils du Seigneur. Lorsqu'il entendit Rhin répondre qu'il le faisait uniquement parce qu'il avait été témoin et qu'il n'avait pas besoin d'agir. Stella éclata de rire, non pas parce qu'elle le méprisait, mais parce qu'il avait répondu avec trop de sérieux. Sa personnalité la rendit sympathique et après cela, Stella sembla émue et se mit même à pleurer. Pour la réconforter, Rhin lui serra la main en signe d'encouragement et la première étape consistait à aider Stella à nettoyer l'escadron des chevaliers. Le plan consistait à répandre la rumeur selon laquelle il existait des preuves d'une collusion entre le capitaine Gillette et le Seigneur, cachée dans un entrepôt à l'extérieur de la ville. Gillette n'y croyait pas vraiment, car si la rumeur était vraie, il serait fini. Il décida donc d'agir rapidement et avec prudence pour tromper les chevaliers inexpérimentés qui croyaient encore aux idéaux creux de la chevalerie. Il ordonna à ses soldats de lancer l'opération, mais de manière inattendue, lorsqu'ils entrèrent, ils furent bloqués par le groupe de Sora et Runa. À l'intérieur de l'entrepôt, Rhin utilisait l'arme qu'il venait d'acheter dans la boutique du forgeron Kant. Elle était si performante qu'elle l'aidait à attaquer avec une précision absolue. Il a gardé son dernier coup pour Gillette, mais celui-ci s'en est rendu compte et a réussi à l'esquiver. Connaissant sa collègue, Gillette fut surpris et Stella ne se cacha pas et lui dit que ses compagnons et subordonnés dominaient tous l'escadron et qu'ils avaient déjà des preuves de sa corruption. Lorsque Gillette entendit Stella mentionner le nom de Rhin, ce fut comme un réveil, et il dégaina son épée pour le vaincre et le livrer à leur Edgar. Stella est devenue furieuse et a voulu l'affronter personnellement, mais Gillette l'a menacé de la faire exécuter pour trahison et s'est lancé dans le combat contre elle. En réalité, Stella n'avait aucune chance contre lui, mais elle ne recula pas et continua à se battre avec détermination, l'attaquant avec sa puissante lame et le renversant. Pendant ce temps, Edgar torturait la petite fille parce qu'elle lui avait dit que le groupe de Gillette avait été capturé et que Stella contrôlait désormais l'escouade. Même sur le point d'être acculé, il restait indifférent et optimiste, convaincu qu'il disposait encore de suffisamment de troupes chez lui. Soudain, une voix basse s'éleva à la fenêtre. C'était Aerius déguisé, proposant de coopérer pour vaincre Rhin. Quand il apprit que Rhin était capable de déranger le clan le plus puissant et de lui voler tout son statut, sa renommée, son argent et ses femmes, Edgar devint extrêmement furieux. À ce moment-là, Aerius lui lança un anneau rempli de pouvoirs magiques et lui dit de l'utiliser contre Rhin. La haine et la négativité d'Edgar se manifestèrent clairement, ce qui satisfit Aerius, car cela augmenterait encore plus le pouvoir de l'anneau. Stella fut promue capitaine de l'escadron et lança une enquête. Elle emmena des soldats jusqu'au manoir d'Edgar pour demander une enquête urgente sur le terrain. Elle a également annoncé que Gillette, l'ancien capitaine, avait été arrêté pour corruption. La demande de Stella a été rejetée et des soldats ont été envoyés pour la bloquer. Face à cela, le groupe de Stella a revêtu des armures et s'est préparé à attaquer. Mais cette fois-ci, elles avaient le soutien de deux guerrières, Kanad et Tanya, depuis l'intérieur du manoir. Edgar observait le combat de l'extérieur et se moquait d'eux. Il a également vu que les clans les plus puissants commandés par Rhin étaient entrés dans le manoir. Il prévoyait d'utiliser l'anneau pour dissoudre leur contrat et devenir le nouveau maître. À ce moment-là, Rhin avait créé une diversion et s'était faufilé dans le manoir. La mission consistait à sauver les otages, mais Runa faisait beaucoup de bruit, ce qui faisait craindre à Sora et Rhin qu'Edgar ne les découvre et ne les tue.
Après cela, les deux sœurs ont utilisé la magie de recherche. Lorsqu'elles ont trouvé les personnes, elles les ont téléportées vers un endroit sûr. Ainsi, le groupe de Kanad qui faisait diversion pouvait libérer tout son pouvoir. Après cela, il capturerait le seigneur démon et son fils, obtiendrait des preuves de corruption et la victoire serait leur. Mais à ce moment-là, Runa trouva cela étrange, car la quantité de pouvoir magique dans le sous-sol était trop importante pour être humaine. Elle aperçut une réaction gigantesque qui n'était pas humaine et ce pouvoir magique était compatible avec celui de ses propres sœurs. Rin soupçonna l'un des clans les plus puissants, mais ne comprenait pas pourquoi il se trouvait là. Il laissa Sora et Runa poursuivre leurs recherches pendant qu'il allait enquêter sur ce pouvoir. Car ignorer une présence mystérieuse dans cette situation serait dangereux. Les deux sœurs étaient inquiètes pour Rin et Sosino, car ce pouvoir magique était comparable au leur. Mais elles se turent lorsqu'il leur caressa la tête en leur disant que tout irait bien. Runa se leva alors et lui dit que s'ils ne revenaient pas sains et saufs, ils seraient punis de 10 caresses sur leur tête. Rin commença son enquête et soupçonna une certaine pièce, puis y entra. À sa grande surprise, la pièce contenait une cage en acier renforcé et à l'intérieur, la personne emprisonnée ressemblait à un renard à 3 queues. Il n'y avait aucun doute, c'était l'un des clans les plus puissants, le clan des dieux. Il brisa immédiatement la serrure et courut soigner la petite fille. Elle a fini par avoir peur, mais la petite fille s'appelait Nina et lorsqu'elle a entendu qu'il était un allié, elle s'est émue et a serré Rin dans ses bras. Nina appartenait au clan des dieux, l'un des plus puissants de la Terre. Elle raconta qu'elle vivait heureuse dans un village où tout le monde était gentil, jusqu'au jour où Edgar arriva et changea sa vie. Il l'avait forcée à devenir sa prisonnière en menaçant de punir les villageois si elle refusait. Timide et effrayée, elle obéit et mit un collier d'esclave enchanté par la magie. Après cela, elle a été torturée et maltraitée uniquement pour satisfaire les désirs d'Edgar. Seule, la petite fille a enduré des blessures douloureuses et a vécu dans la terreur. Rin voulait la sauver, mais Nina lui a dit que le collier avait un pouvoir magique très puissant. Il lui a assuré qu'elle pouvait lui faire confiance, alors la petite fille est restée tranquille à attendre. Rin a essayé d'utiliser son pouvoir pour voler la domination, mais le collier était trop résistant. Il souffrait visiblement beaucoup en faisant cela. En le voyant dans cet état, Nina se sentit encore plus coupable. Soudain, Rin se souvint qu'il ne disposait pas seulement de son propre pouvoir, mais aussi de la force des autres filles. Et en réunissant tout cela, il lança un sort qui réussit à briser le collier de Nina. En dehors de la ville, la bataille contre les soldats était intense, incapables de vaincre le groupe de Kanad. Ils ont essayé d'utiliser les otages comme monnaie d'échange. Mais à ce moment-là, les sœurs finirent d'en finir avec les derniers et téléportèrent tous les otages en lieu sûr. À l'extérieur, Stella menait l'assaut pour capturer le seigneur et son fils. À l'intérieur du manoir, voyant que la situation était stable, le seigneur courut prévenir son fils. Edgar a dit à son père de s'enfuir en premier pendant qu'il resterait pour détruire les preuves de corruption. Lorsque tout le monde est entré dans le manoir, Rin avait déjà sauvé Nina et ils ont été surpris de voir d'autres membres d'un clan plus puissant. Ils le réprimandèrent à nouveau pour s'être engagé avec une autre fille et Rin fut confus, ne sachant pas comment répondre. Car il semblait attirer les filles tout le temps et Sora trouvait cela très étrange. Car le clan des dieux était toujours vénéré par les humains. Il ne devait pas apparaître souvent devant les humains, mais maintenant, elle était là, juste devant eux. Kanad semblait très intéressé par la fourrure douce de Nina, bien que la jeune fille, un peu timide, lui obéissait attentivement. Stella venait d'entrer et était très reconnaissante envers Rin, car grâce à lui, elle avait pu mettre son plan à exécution. À ce moment-là, alors que tout le monde était dans le salon, ils virent que le seigneur d'Horizon tentait de s'enfuir en tenant la mallette dans ses mains. Rin utilisa son arme pour lancer une corde et le retenir, puis soudain, Edgar courut vers l'extérieur et libéra la magie mortelle de l'anneau. Rin, qui n'était pas sur ses gardes, fut touché par un coup fatal. Ario, sur le toit, était satisfait, mais ce qu'il ne s'attendait pas, c'est que Rin ne soit pas affecté le moins du monde, ce qui les a beaucoup inquiétés. Cette magie était une magie de classe supérieure, la force du Céphador qui provoque la mort subite. Mais Rin n'a pas été touché du tout et le groupe de Kanad a admiré Rin de plus en plus parce qu'il pouvait supporter toute la magie. Mais Runa semblait réfléchir à quelque chose et appela Rin pour qu'il asperge son corps de fumée toxique. En voyant cela, Sora a réprimandé sa sœur pour avoir agi de manière impulsive. Elle a alors supposé qu'il s'agissait d'une capacité à annuler les statuts anormaux grâce au contrat qu'elle avait conclu avec elle. C'est pourquoi le poison n'a pas fonctionné non plus. Elle a finalement satisfait sa curiosité et a également découvert la nouvelle capacité de Rin. Sora était extrêmement contrariée que Runa ait fait une expérience sur Rin sans la prévenir. Le bruit fait par les deux sœurs a effrayé Nina, qui s'est mise à trembler. Et là-haut, Edgar était très déçu et n'arrivait pas à croire qu'il avait échoué. En effet, comme Mario l'avait dit, Rin lui volerait tout, augmentant ainsi la haine en lui et le pouvoir de cette bague. Cette magie commença à se répandre dans tout le corps d'Edgar et dégageait une odeur très désagréable. Cette aura violette a commencé à engloutir Edgar et a fait revivre la race démoniaque. C'est également ce qui a détruit l'enfance de Rin. Le démon qui venait de renaître était très intéressé.
Mais comme il y avait très peu de gens là-bas, il s'envola vers la ville pour faire du mal aux citoyens. Rin sentit que cela n'allait pas bien se passer, craignant que les habitants ne soient blessés. Mais quand il revint, il vit ses véritables compagnons qui l'attendaient. Il a alors demandé à Stella de s'occuper des citoyens et de Nina. Mais à ce moment-là, Nina attrapa la manche de Rin et lui fit comprendre qu'elle voulait aussi aider. Rin savait que Nina détestait se battre, alors il l'a calmée en lui disant qu'elle n'avait qu'à attendre le secours qui allait leur arriver. Le groupe de Rin courut jusqu'à la ville pour contenir le comportement du démon. Lorsque le démon entendit Rin dire qu'il le vaincrait, il éclata de rire et s'intéressa à lui. Quand il a montré une faiblesse, Kanad et Tanya l'ont attaqué directement. Rin a utilisé la corde d'attache pour le distraire afin que l'écureuil puisse préparer un sort et s'occuper de lui avec élégance. Mais en réalité, leurs attaques semblaient inutiles, même à 5 contre 1. Rin ayant 4 des clans les plus forts, le démon a demandé la permission d'appeler plus de frères pour les accueillir. Il a invoqué de nombreux monstres qu'il considérait comme ses serviteurs, mais pour le groupe de Kanad, ils n'étaient que des sbires. Mais il ne s'attendait pas à ce que le démon puisse invoquer ces monstres à l'infini. Kanad avança férocement pour continuer à se battre, mais elle fut touchée par l'attaque du démon et projetée au sol. Tanya, furieuse, libéra son souffle de dragon pour le repousser, tandis que les deux sœurs s'occupaient de Kanad. Mais le souffle de dragon de Tanya semblait incapable de résister au pouvoir du démon, alors elle s'évanouit sur place. Il commença à lancer des sorts qui détruisirent toutes les maisons de la ville, et le groupe de Rin lança successivement des sorts pour l'attaquer à nouveau. Rin commença à améliorer plusieurs cibles sur Kanad et Tanya, et toutes deux se mirent à courir de manière incontrôlée pour les attaquer. Mais ces coups de poing ne l'affectaient pas du tout, en plus, le démon invoqua d'autres créatures pour encercler le groupe de Rin. Il finit par laisser ses subordonnés derrière lui et s'envola haut dans le ciel avec l'intention de détruire la ville d'Horizon. Tanya a rapidement craché du feu de dragon afin de pouvoir l'arrêter à temps, et à ce moment-là, Rin a soudainement eu envie de tester quelque chose. Sora et Runa se sont alors proposés pour l'aider en emmenant les citoyens dans une zone sûre à l'aide d'un sort de téléportation. Ils lui dirent de ne pas s'inquiéter que son identité soit révélée, car tout le monde les avait déjà reconnus comme étant ceux qui avaient été sauvés dans le manoir. Après avoir planifié chaque groupe, ils sont partis remplir leur rôle. Pendant ce temps, le groupe des héros d'Ario discutait encore pour savoir s'il allait entrer dans la bataille ou non. En effet, ils avaient entendu dire qu'il y avait un démon, et que les démons étaient l'avant-garde du seigneur démon. Ario a refusé ce soutien, car il a déclaré que l'ennemi était un seigneur et qu'il allait donc simplement l'ignorer. Les deux voulaient s'en plaindre, mais ils hésitaient devant Ario. Au même moment, l'armée de Stella entra également dans la bataille pour protéger les citoyens. En parallèle, les deux sœurs coururent soudainement vers eux, à bout de souffle, pour leur demander l'évacuation des citoyens. En entendant cette demande, Stella a immédiatement accepté d'aider. Alors elle est partie avec ses soldats, laissant Nina avec le groupe de Sora pour la protéger. Kanade et Tanya continuaient à sauver les gens de ces monstres. Leur mission était d'ouvrir la voie pour que les gens puissent atteindre le groupe des sœurs grâce à leur magie de téléportation. Les humains, voyant l'apparence du clan des fées qui détestait à l'origine les humains, ne pouvaient pas leur faire confiance. Ils craignaient que s'ils se lançaient dans cette magie, cela serait très dangereux, et à ce moment-là, les sœurs semblaient tristes. Le propriétaire du stand de hot dog où elles avaient mangé auparavant s'est approché pour leur poser des questions. L'oncle sourit joyeusement et proposa d'entrer le premier dans le cercle magique, puis la fille qu'elles avaient rencontrée en ville les reconnut également et leur adressa la parole. Il y avait aussi d'autres personnes qu'elles avaient sauvées, alors tout le monde entra les uns après les autres. Après avoir combattu un flot incessant de monstres, Kanade et Tanya étaient presque épuisés, mais heureusement, le groupe spécial d'aventuriers que Tanya avait formé auparavant est apparu. Non seulement eux, mais aussi une équipe d'aventuriers d'Horizon qui considérait également cette mission comme spéciale et demandait le soutien du groupe du roi. Actuellement, ils jouaient le rôle de chevaliers repoussant les monstres qui attaquaient la ville, car le groupe de héros aériens ne s'était pas présenté et Nathalie pensait que ce serait une bataille difficile. Même Monsieur Gantz, le propriétaire du magasin d'armes le plus puissant de la ville, offrait des armes de combat à tout le monde. Il s'agissait d'armes uniques qu'il s'était efforcé de créer, et tous ont décidé de s'unir pour protéger cette ville en toute sécurité et ouvrir la voie au groupe du roi. La jeune fille, en voyant tout le monde s'efforcer de se protéger les uns les autres, sentit une force monter dans son cœur. Même si la jeune fille avait peur de se blesser ou de blesser les autres, lorsqu'elle vit tout le monde faire de son mieux pour résister, elle eut une nouvelle idée. Kanade a suggéré de laisser Tanya se transformer en dragon et voler haut dans les airs. Mais Tanya ne pouvait pas le faire, car cette transformation lui aurait causé des difficultés. Même en s'approchant, elle ne serait qu'une cible et ne pourrait pas le toucher. Et même avec la magie de téléportation du groupe de Sora, cela ne suffirait pas. Mais elle savait qu'il y avait quelqu'un qui avait une capacité de téléportation plus précise, et c'était le clan le plus puissant, le clan des dieux. Même le temps, la petite fille courut pour trouver Orin et l'embrassa, et en voyant la petite fille, Kanade et Tanya se souvinrent.
Ils avaient entendu dire que le clan des dieux avait une capacité spéciale que les autres clans les plus puissants n'avaient pas, à savoir la capacité de manipuler le temps et l'espace pour se téléporter instantanément. Orin demanda également à la petite fille si elle pouvait aider. Bien que Nina fût très timide, elle accepta de prêter son pouvoir. Kanade et Tanya seraient chargés d'abattre les monstres ici-bas, tandis que Rin et la petite fille s'approcheraient ensemble du démon. Rin utilisa l'arme armure que M. Gantz lui avait donnée pour éviter les attaques tout en se déplaçant. Quand il a lancé un sort de boule de feu géante en direction de Rin, la jeune fille a immédiatement utilisé son sort de téléportation instantanée pour apparaître devant le seigneur démon, le rendant confus et prudent. Rin commença à améliorer sa force et se téléporta soudainement devant lui et tenta de prendre le contrôle de ses monstres. Le démon ne pouvait pas croire qu'un humain comme Rin puisse lui voler son contrôle. Lorsqu'on lui a demandé son identité, Rin a simplement souri et s'est présenté comme un dompteur de bêtes sauvages tout à fait normal. Le démon, furieux, brisa le cercle magique qui retenait Rin et se précipita pour l'attaquer. Contre toute attente, il fut commandé par Orin pour que ses monstres l'attaquent à la place, le rendant incapable de résister et le faisant progressivement disparaître dans l'espace. Bien que cela ait dépassé ses attentes, il semblait trouver Orin très intéressant et voulait connaître son nom avant de mourir. Mais il reçut une réponse froide et négative et finit par disparaître. À côté de lui, la jeune fille tomba complètement épuisée, l'entraînant avec elle. Mais heureusement, Terreno la rattrapa en toute sécurité. La lumière du soleil d'horizon redevint également plus claire. Après cet incident, la ville retrouva progressivement sa vivacité d'antan. Stella a également pris officiellement le poste de capitaine de l'Ordre des Chevaliers. S'il s'agissait d'elle, il était certain qu'elle pourrait merveilleusement changer l'Ordre des Chevaliers, car selon elle, ceux qui étaient impliqués dans l'affaire de corruption avaient été emmenés dans la capitale royale pour y être punis. Stella a également enquêté sur l'affaire du village de Nina et a déclaré que les habitants avaient abandonné le village dès que Nina avait été capturée. Mais Rin croyait que tant qu'ils étaient en vie, cette réunion aurait lieu à un moment donné. Kanade était extrêmement active dans la restauration de la ville et Teren cachait toujours le fait qu'elle appartenait au clan des dragons. Cependant, il semblait que tout le monde connaissait son identité depuis longtemps. Les deux sœurs Fées étaient également bien intégrées dans la vie de la ville, se rendant de temps en temps au stand de hot-dog de leur oncle pour manger des snacks. Bien qu'il ait sauvé tout le monde en tant que héros, Rin n'osait toujours pas se qualifier de héros, car il se sentait toujours comme un dompteur de vacances ordinaire que l'on pouvait trouver n'importe où. Après avoir aidé le groupe de Rin dans le combat, Nina voulait aussi devenir sa servante pour l'aider davantage quand cela serait nécessaire, tout comme les autres filles. Rin comprenait Nina, mais il n'était pas sûr de pouvoir la faire devenir sa familière. Il décida donc de conclure un pacte avec elle, mais il n'était pas très confiant. Mais en voyant le regard de tout le monde, Rin a décidé de prendre le risque. Quelques minutes plus tard, Rin avait réussi à conclure un contrat avec Nina, mais quelle surprise, n'est-ce pas? Dès que ce fut terminé, Kanade et Teren se précipitèrent pour embrasser et choyer la jeune fille. Après s'être réunis, le groupe de Rin se rendit à la guilde et trouva Stella. Ils se demandèrent pourquoi la capitaine de l'Ordre des Chevaliers se trouvait à la guilde des aventuriers ce jour-là. Stella a déclaré qu'à partir de maintenant, les aventuriers et l'Ordre des Chevaliers avaient décidé de coopérer entre eux. Tout le monde était très heureux car c'était une bonne voie à suivre. Stella était très reconnaissante envers Rin et toutes les filles et promit de faire payer à l'ancien chef de l'Ordre des Chevaliers tous les méfaits qu'il avait causés à la ville auparavant. Rin se sentait coupable d'avoir fini par attribuer une énorme responsabilité à Stella, mais grâce au groupe de Rin, elle avait réussi à réaliser son souhait de rétablir l'ordre parmi les chevaliers. À ce moment-là, Nathalie leur annonça qu'elle avait quelque chose à leur dire au nom de la guilde. Profitant de l'occasion, elle annonça que la guilde avait décidé de promouvoir Rin au rang d'aventurier C. Rin trouva que Nathalie exagérait un peu, car il venait récemment d'atteindre le rang 1. Mais Nathalie avait une raison légitime de le faire passer directement au rang C sans problème. Après tout, il avait dénoncé l'erreur du fils du Seigneur des Terres et accompli l'incroyable exploit de vaincre un démon équivalent au rang 1. Elle a pensé à le promouvoir au rang B, ce qui aurait été encore plus mérité pour tout ce qu'il avait fait pour la ville, et ce souhait n'était pas seulement celui de la guilde, mais aussi celui de Stella et des autres aventuriers. Il a répondu à Nathalie en disant qu'il n'avait rien fait de spécial, mais il a rapidement été réprimandé par les filles de son groupe qui étaient heureuses pour lui et ont affirmé qu'il était un homme incroyable et trop humble. En plus d'avoir gravi les échelons, le jeune homme est devenu plus riche, car il allait recevoir une montagne d'argent en récompense. Avec cet argent en poche, Rin a décidé d'inviter tout le monde à un merveilleux repas, leur disant de choisir ce qu'ils voulaient. À ce moment-là, Nathalie remarque Nina comme nouvelle membre et Rin présente immédiatement Nina comme nouvelle compagne du groupe. Orin a ensuite commencé à discuter de l'équipe, car maintenant qu'il y avait beaucoup de membres, la chambre louée était trop petite. En entendant cela, Nathalie a suggéré à Orin d'acheter une maison et lui a expliqué que la guilde recommandait des biens immobiliers et offrait même des subventions.
C'était une volonté particulière de la guilde d'entourer la ville d'aventuriers talentueux, un excellent plan pour assurer la sécurité de la ville d'Horizon. Le regard insistant de Nathalie fit comprendre à Tanya sa détermination à ne pas les laisser quitter la ville. Rin a demandé l'avis du groupe et tout le monde semblait d'accord pour rester dans la ville, car l'idée de partager la maison avec Rin semblait très amusante pour tout le monde. Rin avait également économisé beaucoup d'argent et bénéficiait désormais de l'aide de la guilde, il décida donc de signer le contrat pour acheter une maison. Après avoir visité plusieurs maisons, les sœurs n'en trouvèrent aucune qui leur plaisait, mais Nathalie leur présenta la dernière, confortable et aérée, et elles l'adorèrent immédiatement. Elle comptait également plus de 10 chambres et pouvait accueillir de grands lits. Tanya se leva et demanda à Nathalie pourquoi elle n'avait pas présenté cette maison plus tôt, et Runa sentit qu'il y avait anguille sous roche. Nathalie, prise au dépourvu, a pris peur et a reculé d'un pas. Tous les regards se sont tournés vers elle, alors elle a dû dire la vérité. Cette maison était hantée. En entendant cela, Kanad a pris peur et s'est cachée derrière Rin. Tanya était déçue par elle, car étant l'une des plus fortes du clan, elle ne devrait pas avoir peur de Casper. Pour Kanad, les fantômes étaient effrayants, car ils ne subissaient pas d'attaque physique et pouvaient posséder ce qu'ils voulaient. Cette fois-ci, elle a même dû être réconfortée par l'écureuil et tout le monde a dégluti pour écouter l'histoire de Nathalie. Elle a commencé à raconter ce que faisait le fantôme, comme remplacer l'eau chaude par de l'eau froide, le sel par du sucre et d'autres choses encore. En entendant cela, Kanad était très effrayé, mais Rin a suggéré d'enquêter d'abord avant de quitter cette maison. Ils ont ouvert la porte et sont entrés. La maison était sombre et Nina a éternué, ce qui a fait que Kanad a attrapé la queue de Tanya par peur. Mais il semblait que la maison n'était pas hantée, car elle était très propre, comme si elle était bien entretenue. Soudain, les tables et les chaises ont commencé à bouger toutes seules et une voix leur a ordonné de partir. Kanad, déjà effrayée par les fantômes, s'est enfuie en panique et devant elles est apparue une femme en uniforme de domestique qui les a chassés. Les deux sœurs ont lancé un sort pour essayer de détruire le fantôme, mais celui-ci continuait d'apparaître au plafond, la tête en bas. Et les sœurs discutaient du type de magie à utiliser, de peur de détruire la maison. En entendant cela, le fantôme a pris peur, mais il continuait à tout mettre en désordre pour effrayer le groupe. Tanya a réalisé que le fantôme ne savait pas attaquer. En révélant cette faiblesse, elle s'est énervée, mais remarquant que Kanad avait peur, le fantôme a essayé de l'effrayer. La chatte courut comme une folle. Sans le vouloir, les griffes de Kanad déchirèrent les vêtements du fantôme, le laissant confus. Tanya a compris que le corps spirituel du fantôme pouvait être touché et comme la peur de Kanad avait atteint son paroxysme, c'était maintenant le fantôme qui avait peur. Kanad est devenue folle, mordant et cassant des objets, effrayant le fantôme. Profitant de la situation, Sora et Runa ont conjuré un sortilège de fermeture au plafond, empêchant toute fuite. Ren a tenté de négocier avec le fantôme qui essayait de prendre possession de son corps, mais il a échoué car il avait scellé son téléportation. Il se souvenait avoir entendu des histoires sur les fantômes et les voleurs d'âmes et s'est rendu compte que cette âme avait plus de personnalité que la normale et pouvait peut-être entendre. Le fantôme a tenté de réagir, mais il a été immobilisé par Ren. Sachant qu'il avait perdu, il s'est rendu. À sa grande surprise, Ren a voulu lui serrer la main, ce qui l'a fait rire et le trouver étrange. Elle se présenta comme Gina, qui travaillait comme domestique dans une autre ville, mais était morte 30 ans auparavant, restant une âme prisonnière. Tanya lui demanda comment elle était devenue un fantôme et celle-ci répondit que son ancien maître était un homme pervers et cruel qui la maltraitait. Quand elle s'en rendit compte, elle était déjà morte. Comme elle avait perdu contre le groupe de Ren, elle accepta de partir, mais Ren demanda à Kanad ce qu'elle en pensait. Même si elle avait peur, Kanad a répondu que si tout le monde était d'accord, cela pourrait peut-être fonctionner. Ren a alors demandé à Tina la permission de vivre là avec eux. Elle a été surprise, mais a accepté, car c'était grâce à elle que la maison était bon marché. Kanad lui a simplement demandé de ne pas traverser les murs, car cela faisait peur. Les deux sœurs fées, voyant que Tina était une employée, ont pensé qu'elle serait une bonne cuisinière et lui ont demandé de leur apprendre. Tout le monde l'a accueillie et elle a décidé de rester dans la maison. Après cela, Ren a officiellement signé le contrat de location. Nathalie a été surprise qu'il ait réussi à se lier d'amitié avec le fantôme. Au marché, l'oncle vendeur a rencontré le groupe de héros quotidiens et ils ont essayé de prendre de la nourriture sans payer en prétendant être des héros. Le propriétaire a refusé en disant qu'il n'avait plus de marchandises, et comme ils insistaient sur leur statut, il s'est énervé et les a réprimandés pour ne pas aider Horizon et vouloir encore des privilèges. Les autres commerçants et citoyens les ont également critiqués, ce qui a rendu Ario furieux. Sa haine envers Ren ne cessait de croître, tandis que Ren revenait du marché avec Kanad et que celle-ci courut soudainement à leur rencontre et ouvrit la bouche pour les accueillir. Ce soir-là, ils ont organisé une fête d'inauguration dans la maison et tous les plats ont été préparés par Runa, qui avait appris des recettes avec Tanya. Elle disait qu'à partir de maintenant, elle serait responsable de la nourriture, et il y avait tellement de nourriture que Nina ne savait pas par où commencer. Kanad et Tanya se sont disputés pour savoir qui serait la première à prendre la viande. À ce moment-là, Nina a reçu beaucoup d'affection et s'est tue, puis la jeune fille a remercié Ren de l'avoir aidé à ne plus se sentir seule. Ces paroles ont rappelé à Ren le jour où il avait tout perdu.
il y avait déjà un immense vide dans son cœur. Mais ce n'était plus le cas maintenant, car ils étaient tous des compagnons. En voyant cela, Tina a commencé à les admirer. Bien que l'aventure avec le groupe Dario n'ait pas comblé le vide, ce n'est que lorsqu'il est devenu aventurier et qu'il a rencontré tout le monde qu'il a ressenti le véritable amour. Dans un moment d'émotion, il laissa échapper une larme, mais il le dissimula en disant qu'il avait faim. Et peu après, tous ensemble, ils commencèrent le repas de bienvenue dans leur nouvelle maison. Et ainsi se termine l'histoire du dompteur de vacances tout à fait ordinaire et sans aucun pouvoir. Croyez-moi, j'espère que vous avez aimé, laissez un like et un commentaire ci-dessous pour nous aider à susciter l'engagement. Abonnez-vous à la chaîne et partagez la vidéo pour nous faire plaisir. Et c'est tout, on est ensemble. Que Dieu vous protège. Merci, à plus.